Bonjour à toutes et tous, salut Oui Non Oui, salut Cristal, Greux, salut Bandini, salut Gentleman, salut Emeric, salut Sergio, salut Walter, bienvenue dans le talk de France Info en direct sur Twitch et TikTok. Le talk de France Info, c'est donc 2 heures tous les jeudis de 17h à 19h pour disséquer le corps jamais inerte de l'actu politique géostratégique, de la science, du web, de la tech et des idées certainement aussi, avec pour tenir le scalpel d'une main qui ne tremble jamais et répondre à vos questions dans le chat en direct et des experts et des expertes pour commencer. Vous posez vos questions, je les passe directement aux invités. Vos questions, s'il vous plaît, elles se terminent par un point d'interrogation pour que votre serviteur voit que c'est une question. Et vos interventions dans le chat que vous placez sous les ordres de la bienveillance et de la courtoisie, s'il vous plaît. On peut débattre de tout, mais on y met les formes, on est sur le service public, s'il vous plaît. Au programme de 17h à 19h, la position à tout le moins inconfortable du Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'heure du retour au 49.3 et d'un budget pour la France, ce sera jusqu'à 18h, mais aussi dès 18h05, après une courte pause, les intentions de Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, entre bluff et réalité, après les menaces de guerre commerciale si le Groenland ne lui était pas vendu, et alors que ce matin, le dit Trump a mis sur pied son Conseil de paix, un organe qui inquiète notamment l'Ukraine en raison de la présence annoncée par les États-Unis de la Russie. Tout ceci devant nous mener, coché devant là, qui est derrière Caracas, jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h13, passé de 16 secondes à Paris, tandis que passent les jours et passent les semaines, il s'en trouve un qui demeure, vaille que vaille, coincé entre des équilibres, des compromis, voire, disent les langues acides, du reniement. C'est le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a finalement préféré activer l'article alinéa 3 de la Constitution, en engageant la responsabilité de son gouvernement sur les volets recettes et dépenses du projet de loi de finances. Bonjour, Émilie Zabalski. Bonjour, Ludo. Salut Émilie, tu es éditorialiste politique, consultante en communication de crise. Tu as fondé l'agence Émilie Conseil. À tes côtés, Virginie Leguet. Salut Virginie. Bonjour. Virginie, tu es journaliste politique, éditorialiste sur France Info TV. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avait dit pas de 49.3, de 49 alinéa 3, devrait-on dire. Il ne pouvait pas faire autrement. De remettre un 49.3, oui, je pense qu'au bout d'un moment, il y avait soit la question des ordonnances, qui était un petit peu plus brutale, soit la question de revenir au 49.3, de revenir sur son engagement. Globalement, moi je reprendrai un peu ces termes, mais c'était assez bien vu de dire c'est mi-réussite, mi-échec, finalement, parce que c'est vrai qu'il a quand même réussi à passer un budget sur 2 en faisant du compromis parlementaire. Donc pas de totale réussite, puisque l'autre budget, ça sera le 49.3. Et globalement, il a aussi réussi à faire en sorte que ce 49.3 ne se solde pas avec une censure. C'est à peu près sûr que les LR et le PS ne voteront pas les censures de LFI et encore moins du RN. Voilà, moi je trouve que même mi-réussite, je lui mettrais mi-réussite plus. Il a tenu le coup. Moi, c'est vrai que j'avais l'impression parfois sur les plateaux que j'étais un peu la seule à y croire. Et finalement, il l'a fait. Il a instauré quelque chose d'un petit peu plus calme, d'une personnalité, mais peut-être on y reviendra, anti-communication. C'est le anti-héros. Alors lui, il dit moins de soldats, mais c'est même plus que ça, je trouve. C'est le type qui communique pas. La communicante que tu es dira peut-être que tu as une manière de communiquer. Bien sûr, c'est une manière de communiquer. Je trouve que c'est une manière de communiquer super intéressante par les temps qui courent, avec des Gabriel Attal qui communiquaient plus qu'ils faisaient, des Bayrou qui étaient très bavards, parfois très lents, et ça n'a pas donné grand-chose. Là, très économe en paroles. On a l'impression que les paroles, c'est plus pour les parlementaires, pour les partenaires syndicaux, enfin pour tous ces partenaires des négociations, très peu pour la presse, sauf quand il a quelque chose à dire. Il n'est pas joyeux, il n'est pas fun, mais il paraît sérieux. Moi, je trouve qu'il a instauré... D'ailleurs, on le sent bien que quand même, il a convaincu une partie de la classe politique qu'il fallait un budget, il fallait se sortir de ça à la tête la plus haute possible. Il a donné des gages, il a tenu ses engagements. Ça, c'est quand même incroyable, parce qu'on ne pensait pas... Moi, je me souviens très bien, au début des discussions, c'était « Mais non, il fait une entourloupe, c'est une arnaque, la réforme des retraites, ça ne sera pas abandonné, on n'y arrivera pas. » Voilà, pour une fois, un responsable politique qui fait des promesses et qui les tient, ça nous scotche complètement. Ça devrait devenir la normalité, quoi. Et lui, voilà, c'est un peu... Ça me fait penser au président normal de Hollande. Lui, c'était un Premier ministre normal qui fait des promesses et qui les tient, qui s'engage, qui essaie voilà, c'est un budget qui n'a ni queue ni tête, mais c'est pas grave, on l'a fait, on passe le cap. Par contre, et on y reviendra peut-être après, c'est l'après. Qu'est-ce qu'il va faire après ?
Moi, je serais beaucoup plus sévère et je retiendrai. Mais voilà qui nous étonne, Ça Virginie n'étonnera Leguet. pas nos amis. Je trouve Sébastien Lecornu tout à fait sympathique. Il a effectivement beaucoup mouillé sa chemise. Il a travaillé, allé voir les uns, allé voir les autres, a été aux réunions, retéléphoné. Pour une fois, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un Premier ministre qui était vraiment aux manettes et qui a vraiment été immergé totalement dans le débat parlementaire. Il a même parfois annulé son agenda du jour pour aller siéger toute la journée à l'Assemblée nationale. Il est allé au Sénat. Enfin, il a donné de sa personne. Et on est arrivé effectivement à un budget de la Sécurité sociale qui a été voté et un 49.3 pour le budget de l'État. C'est un 49.3 sans aucun risque parce qu'il avait auparavant pris langue avec les socialistes et obtenu l'assurance que les socialistes ne voteraient pas la censure. Donc c'était pas non plus un Premier ministre qui s'est engagé sur une corde raide au milieu d'un précipice immense. Il savait exactement où il allait et moi je noterais quand même de cette séquence, pardon de le dire, une inanité politique absolument complète et totalement partagée. Finalement, tout le monde est perdant dans cette affaire, y compris Sébastien Lecornu, pour lequel, je le répète, j'ai de l'estime parce que je trouve que c'est un gros travailleur. Mais Sébastien Lecornu a fait adopter un budget de la Sécurité sociale, puis un budget de l'État qui va être s'il franchit toutes les étapes. Je rappelle qu'il y aura un premier 49.3 pour le volet dépenses, un premier 49.3 pour le volet recettes, un deuxième, et un troisième une fois que le texte reviendra du Sénat. Et ensuite, le texte partira au Conseil constitutionnel et il devrait être promulgué mi-février. Donc on aura un budget finalement, au lieu de l'avoir eu au 31 décembre, on l'aura avec un mois et demi de retard. Mais on aura un budget, pardon de le dire, infect. Un budget qui ne suit absolument pas la trajectoire d'économie qui avait été pensée jusqu'en 2029, ce qui était déjà au-delà du mandat d'Emmanuel Macron. Un budget qui ne fait pas d'économie, un budget qui maintient la pression fiscale sur les ménages, qui ne l'augmente pas, mais qui la maintient. Encore, je dis qu'il ne l'augmente pas. La pression fiscale sur les ménages avait augmenté en 2024. Elle augmente de la même façon en 2025. Donc, elle n'augmente pas, mais elle n'augmente pas après avoir augmenté en 2025 et en 2026. Elle augmente sur les grandes entreprises. La dette augmente. Le déficit augmente. Si avec ça, on est content, moi, franchement, les bras m'en tombent. Et je dirais une dernière chose. Sébastien Lecornu, à mon avis, est perdant. Emmanuel Macron est totalement perdant. D'abord, il a fait cette dissolution calamiteuse en 2024 et il en paye chaque jour un peu le prix, même s'il a juste pas l'air de se rendre compte et s'il préfère aller se distraire, j'allais dire parader, mais c'est pas très aimable, mais se distraire de sommet en sommet. Il est vrai que l'actualité internationale est extrêmement tendue, mais enfin, il a l'air de se fiche comme d'une guigne de ce qui se passe dans son propre pays, mais de se passionner pour la politique étrangère, ce qui, moi, me semble un peu méprisant. Mais enfin, malgré tout, quand même, il a laissé Sébastien Lecornu suspendre la réforme des retraites, qui était peut-être la seule grosse réforme à son actif, parce que lui-même comprenait que s'il y avait de nouveau une dissolution, c'est vers lui que tous les regards se retourneraient, et c'est vers lui qu'on dirait, maintenant, il faut que tu t'en ailles, parce que tu es en train de bloquer tout le système. Donc, c'est perdant pour lui, c'est perdant pour Sébastien Lecornu, c'est perdant pour les partis, parce que chacun, finalement, et là, le PS a bien obtenu ce qu'il voulait, mais tout le monde a obtenu ce qu'il voulait. La droite a laissé passer la suspension de la réforme des retraites, mais en même temps, elle a poussé via le Sénat pour obtenir ce qu'elle voulait, et notamment parfois décaler d'un an des impôts à l'intention des grandes sociétés, mais elle s'est reniée sur ses fondamentaux. Je rappelle que pendant 50 ans, la droite a répété qu'il fallait des comptes précis, qu'il fallait de l'ordre dans les comptes, qu'il fallait aller vers une réduction de la dette et du déficit, ce qui est tout le contraire de ce qu'a fait le Parlement. Et dernier point, c'est perdant pour tous les autres partis, sauf pour le Rassemblement national et peut-être la France insoumise, qui, tout en ayant l'air de n'avoir rien fait dans cette affaire, ont malgré tout beaucoup fait, et parfois ont fait de façon totalement contre-intuitive, contre ce qu'eux-mêmes professent derrière les micros, mais qui finalement profitent d'une déconsidération générale des partis politiques classiques. Et moi, je redoute, et je pense que c'est toute cette séquence parlementaire. Je rappelle qu'on a eu 3 mois de discussion et 350 heures de débat,
que ça soit en commission ou dans l'hémicycle. Donc on ne peut pas dire que ces messieurs et ces dames n'aient pas eu le temps de travailler. On ne pourra jamais le dire. Mais je répète que c'est le contraire même de ce que doit être le travail parlementaire, ce qui s'est passé. Et ça a été une suite de marchandage, de faux semblants, de postures, de jeux de rôle, tout ça de façon très confuse. Mais justement de façon très confuse. Et les Français qui ont suivi de près ou de loin, et parfois certains de loin, à mon avis, sont écœurés de cette séquence, écœurés de ce qui s'est passé, et écœurés de se dire que ce que moi j'appelle, pardon de le dire, bien naïvement, bien bêtement, l'intérêt général, l'intérêt du pays, l'intérêt même de préserver un système, si on estime que le système, par exemple, de la sécurité sociale est précieux, si on estime que notre système de retraite est précieux, on est en train de les mettre en danger de façon grave. Eh bien, tout ça a été fait avec une désinvolture absolue, au mépris de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc là, les retraités actuels, qui, une fois de plus, voient leur statut préservé, parce que la gauche comme la droite ont bien compris qu'il y avait là un vivier électoral auquel il ne fallait pas toucher. Les retraités s'en sortent bien, mais les retraités ont des enfants qui s'en sortiront très mal. Est-ce qu'il faut que j'en termine pour rappeler que le taux de fécondité ne cesse de baisser, alors que l'allongement de la vie ne cesse de s'allonger? Autrement dit, on a des gens qui vivent de plus en plus vieux et de moins en moins d'actifs. Moi, je veux bien, hein, on peut faire semblant de ne pas le voir, on peut faire semblant de ne pas le comprendre, mais un jour, le système ne sera plus financé. Et plutôt que de voter pour un allongement du temps de travail, on vote pour une diminution du temps de travail, en racontant aux Français que ce n'est pas grave, que oui, bien sûr, il faut qu'ils puissent partir en vacances, avoir du temps libre, mais on oublie ce qu'on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà qui fait réagir le chat. En tout cas, Bugsy lui dit Sébastien Lecornu a été inutile. Il a gesticulé, mais on a un budget qui est pareil à celui de 2025. Qui est pire Qui est pire. Qui est pareil, estime Bugsy. Il va peut-être le dire dans 30 secondes. C'est antidémocratique d'avoir mis un homme de droite comme Premier ministre, vu ce qu'a été les législatives. Bah oui, Gentleman dit Lecornu est plus habile que Bayrou et Barnier pour le moment. Oui, non, oui, dit c'était quand même difficile de faire pire. Oui, c'est vrai. Christalgre, lui, dit septembre Bayrou et finir en janvier sur un 49-3, tout ça pour ça. Est-ce que cette très très longue séquence apporte quelque chose? Et alors, Psychopastar pose une question que je ne comprends pas tout à fait, alors peut-être reformulée, ou peut-être que vous... il manque un petit bout, je crois. C'est que pensez-vous de la mise en lumière de cette intervention du Premier ministre, lumière vraiment inhabituelle pour ce genre de prise de parole, je trouve. Je ne vois pas de quelle prise de parole tu parles, mais vous, mesdames... Vous Surtout que sa dernière prise de parole était à moitié dans l'ombre. C'est ça, c'est la dernière... c'est là quand il a annoncé le 49.3, c'est vrai que c'était particulier, même au niveau de l'image. On dirait que ça remontait à des années d'avant, c'était un peu comme Jean Castex, on avait l'impression de remonter les années 50. C'est vrai qu'il y a un style qui n'est pas du tout le style d'aujourd'hui, quoi. Donc, et la lumière n'était pas très propice à donner de la modernité. Non, moi je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. S'il n'avait pas fait ça, on serait dans quoi? On serait dans, il y aurait eu encore peut-être dissolution, donc du temps, de l'argent dépensé, parce que ça a un coût aussi de ne pas avoir de budget, ça a un coût de ne pas réussir à faire ça. Et c'est vrai que moi j'y vois du positif. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette déformation dans les yeux, mais parce que j'ai l'impression qu'on a posé quand même quelques petites bases. Alors c'est peut-être des toutes petites bases fragiles, mais d'un compromis, de cette fameuse culture du compromis dont on dit que la France ne sait pas faire, alors qu'autour de nous, il y a des pays scandinaves qui savent très bien faire. Et on a des partis socialistes qui négocient avec des partis d'extrême droite pour avoir des sujets qu'ils vont faire passer à la moulinette au Parlement. Ils se mettent d'accord à l'avance. Nous, on ne sait pas faire ça, on ne l'a jamais fait. Et c'est vrai que l'Assemblée ressemble plus à cet exercice, c'est-à-dire demande cet exercice de pouvoir s'allier à plusieurs, même quand c'est des alliances un peu bizarroïdes, pour faire passer les choses. Moi, j'ai eu l'impression que ce Premier ministre nous a amenés à cette culture-là. Et puis, deuxième chose, pour répondre à une des personnes, là, oui, il a mis un coup de volant à gauche, ce que n'a jamais fait Emmanuel Macron jusqu'à là, même après les élections législatives qui ont mis en avant qu'il y avait un nombre très important de gens qui voulaient faire la part belle à la gauche. Et là, clairement, il y a eu un coup à gauche, et notamment une négociation qui s'est faite autour du Parti socialiste, avec le Parti socialiste. Voilà, là, il y a clairement quelque chose qu'on n'a jamais eu depuis 2017 avec Emmanuel Macron, parce qu'il n'a jamais voulu renier sa politique pro-libérale, pro-entreprise. Et là, on a quand même une taxation sur les grandes entreprises qui est avancée, qui resterait alors qu'elle devait partir. Donc c'est complètement à l'encontre de la politique habituelle d'Emmanuel Macron. Donc finalement, ce Premier ministre qu'on disait qui était le meilleur dauphin, le double de Macron, pas tant que ça. Lui, il est plus compromis qu'en même temps.
et il est plus social que ce qu'Emmanuel Macron montrait jusque-là. Il penchait de plus en plus à droite. Donc, il y a quand même ces différences. Moi, je ne pense pas que ça soit du temps perdu. Si on n'avait pas fait ça, on serait encore plus dans la MERDE que ce qu'on est là. Et ce qui va être important, c'est que maintenant qu'on a passé cette étape qui nous embêtait tous, qu'on avait besoin de passer, qui ne donne pas des budgets terribles, mais bon, le budget l'année dernière n'était pas terrible non plus, et jusqu'à la présidentielle, on va être un petit peu dans cet entre-deux. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire passer avant la présidentielle comme réforme ? On sait qu'il a sous le coude, il y a les soins palliatifs et la fin de vie qui est en cours, qui reprend, on va dire. Donc c'est déjà un signe, ça veut dire qu'il y a des Ce sont pas des sujets très clivants. Non, mais c'est des textes de loi qui reprennent, vigueur, je ne sais pas si c'est le mot... reprennent vie pour dans le débat, sujet, voilà. Et il y a le sujet de la décentralisation, je pense qu'il va revenir aussi avec quelque chose là-dessus qui est important et peut-être qu'il pourra faire avancer quelques éléments là-dessus. Comment il fait vivre ? Parce que il a quand même réussi à rester... Enfin, globalement, on ne va pas faire de politique fiction, mais il devrait rester Premier ministre avec son gouvernement, parce qu'il ne devrait pas être renversé. Il y aurait pas la motion de censure ne serait pas votée. Donc ça veut dire qu'il va rester probablement jusqu'à la présidentielle. C'est un peu dur de prévoir si loin, mais globalement, ça, c'est ça. Donc pendant cette année et demie, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il peut faire alors que l'Assemblée ne va pas changer, sauf accident de parcours ? Comment il fait passer des réformes un peu qui sembleraient nous amener ailleurs que ça ? Et c'est ça dont on a besoin. Virginie parlait de natalité, alors je ne dirais pas jusque-là, mais on a besoin de sortir un peu la tête de ça, du budget. On a un contexte international qui est très anxiogène. Comment on fait pour continuer à parler de choses qui nous regardent en France, pouvoir d'achat, sécurité, décentralisation, des choses. Voilà, comment il fait vivre un peu tous ces dossiers en attendant que la présidentielle permette de trancher un petit peu plus les choses. Michael Cole, CNN dans le chat. Le problème n'est-il pas qu'on nous a dit qu'il fallait faire des économies en taillant dans l'État-providence et le service public pour au final faire passer un budget sans économie par le 49.3 ? Quel intérêt de conserver ce gouvernement illégitime, Virginie Le Guay ? Eh bien, Michael, toi et moi, on s'est compris. Michael, on est sur la même longueur d'onde. Oui, ce budget ne fait pas d'économie. Ce budget creuse la dette. Ce budget creuse même les intérêts de la dette. Et la France va devoir emprunter plus pour rembourser les seuls intérêts de la dette dans un premier temps. Donc oui, on va dans une direction qui est à l'opposé de celle vers laquelle nous allons aller. Je rappelle malgré tout que la France reste la championne du monde la championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Donc ça ne me paraît pas très à gauche. Je rappelle quand même que la surtaxe sur les holdings destinée à empêcher les grandes fortunes de contourner l'impôt n'entrera pas en vigueur en 2026 mais en 2027. Donc on n'est pas non plus là dans un régime très à gauche. En fait, il n'y a pas de compromis. Il y a eu Tu dis régime, Virginie. Hein ? Tu dis régime. Quoi ? Un régime. Un régime. Un régime ? Tu parles du gouvernement ou du... Non, je dis que la taxe sur les hauts. Ah, la taxe, le régime du budget, pardon. Oui, pardonne-moi, désolé. exactement. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de compromis. Il y a une succession de chantages de tout le monde auquel, finalement, Sébastien Lecornu a été obligé de céder pour arriver à ses fins. Mais il n'y a aucun compromis. Le compromis, ça aurait été que tout le monde se mette autour d'une table, tous les partis, enfin ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, et travaillent ensemble à l'élaboration d'un commun budget, d'un budget commun, pardon. Là, il n'y a absolument pas ça. D'ailleurs, ce budget est très hétéroclite. Il n'est pas cohérent, il n'est pas homogène, il tire à U, il tire à dia. C'est franchement le contraire de mon point de vue. Je vais jusqu'au bout, si vous me permettez. C'est le contraire de mon point de vue du compromis. On n'est pas du tout dans un compromis. On est dans un clivage extrêmement fort entre les différents groupes, qui est l'Assemblée nationale est partagée en trois, on l'a dit et répété depuis 2024. Mais il n'y a aucune passerelle entre les trois groupes. Il y a même une animosité très forte. On l'a vu encore cet après-midi à propos des frères musulmans. Il y a un clivage politique à quoi personne ne veut répondre, que personne ne veut surmonter. Pardon, je m'exprime mal. Donc, on arrive à un budget, franchement, qui est mauvais, qui suit un budget précédent qui était mauvais. Et bon, moi, je veux bien tout. Je veux bien qu'on nous dise qu'on va encore trouver de l'argent, que c'est pas grave, que la France va bien, que notre système... après tout, notre pays, qui est un pays de répartition, qui est un pays même où la répartition est la plus importante de nombreux pays européens, là, il est en train de courir à sa mort. C'est-à-dire qu'il vit au-dessus de ses moyens et il ne peut plus financer les systèmes qu'il a lui-même mis en place. La sécurité sociale est en déficit. On devait
va redescendre le déficit de façon importante. Il ne sera pas redescendu de façon importante. Et on n'en est même pas à faire des économies, on en est à limiter les augmentations. Donc bon, moi je veux bien qu'on fasse tous semblant que c'est pas grave, qu'on fasse tous semblant que tout va aller bien demain, mais c'est pas vrai. On est en train de laisser une situation pourrie aux générations qui arrivent et qui arrivent sur le marché du travail et qui vont devoir porter des retraités de plus en plus nombreux jusqu'au moment où tout simplement elles ne pourront plus les porter. C'est ça la vérité. Et personne ne le dit parce que tout le monde est genre pas vu, pas pris. Moi, du moment que j'ai obtenu mes petits gains et que je peux aller dans ma circonscription expliquer « Oh, je me suis battu comme un lion pour obtenir ça ». Ben oui, ok, mais au bout du bout, tu t'es battu pour un lion pour sauver ta peau, mais pas pour sauver le pays. Volca nous a rejoint, salut Volca, et Salade Tomate Tartiflette nous dit on s'est bouffé 25-49-3 et ça pleure au compromis maintenant. Ça demande des compromis après 8 ans de macronistes autoritaires. Est-ce que c'est une blague? Eh bien, c'est marrant parce que c'était ce que je m'étais mis 49.3 pour le budget, c'est relativement normal. Et c'est comme ça qu'on voit qui est dans l'opposition. Voilà. Enfin, on est vraiment sur qui vote le budget et qui ne le vote pas, et ça fait l'opposition. On est sur une pratique assez normale. C'est vrai que depuis 2017, Macron avait la main avec le Parlement et avec la majorité, qui a été absolue au début et après relative, et après plus du tout de majorité avec cette dissolution surprise qui lui a pas été du tout favorable. Donc c'est pour ça qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup moins immédiat. Mais ce budget, s'il n'a pas de sens, c'est parce que justement, le parti du gouvernement ne peut pas le faire passer comme il le souhaite. À ce moment-là, il aurait une direction. Mais c'était une direction qui était critiquée de plus en plus par les uns et les autres, et parce qu'ils le voulaient plus social. Et là, même si, en effet, ce budget n'a ni queue ni tête, il a une consonance qui est un peu plus sociale. Moi, je reprends juste quelques éléments. C'est vrai que la retraite, c'était une demande d'une majorité de la population et d'une majorité de la gauche de terminer ça. Même aussi de l'extrême droite, puisqu'ils voulaient revenir à 60 ans, ou je ne sais même plus ce que c'est exactement leur projet, mais du RN. Mais donc, il y a ça. Il y a aussi la taxation sur les plus hauts revenus qui a été beaucoup discutée, là, qui est restée pour les grandes entreprises. Donc voilà. Mais maintenant, de dire qu'on pourrait faire des choix, qu'on aurait pu faire des choix très forts, mais c'est pas possible. Avec une assemblée comme ça, c'est pas possible. Et tout ce qui est État-providence, aller faire les poches un peu des dépenses, ça ne pourra se faire que si on sait ce qu'on veut faire vraiment et ce qu'on dessine comme France sociale, pas sociale, quel État-providence. Où est-ce que l'État-providence reste fort? Où est-ce qu'il va lâcher peut-être un peu? Pourquoi il lâcherait? Est-ce qu'il délègue une partie au privé? Tout ça, mais c'est vachement important parce que c'est l'hôpital, c'est les services publics, c'est, je sais pas, les pompiers, c'est énormément de choses. C'est des choix qui sont super importants. Et évidemment, chacun y va de sa demande en disant « Bah non, moi je veux, les buralistes, ils veulent que je sais pas quoi. » Ensuite, chacun vient avec sa demande. Et pour l'instant, comme il n'y a pas une ligne qui s'impose, et jusqu'à la présidentielle, il n'y en aura pas une qui pourra s'imposer, on va être obligé de faire avec des bouts de chandelle. Mais évidemment qu'on a besoin de dessiner ce qu'on veut vraiment, et de faire les choix budgétaires qui vont avec. Le déficit, la dette, ça date pas d'hier et d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Elle se creuse. La seule bonne petite nouvelle positive, c'est que la croissance est un peu meilleure que ce qu'on attendait. Et on sait que si on fait de la croissance, si on fait de l'activité, on règle une partie de nos problèmes. Donc c'est pas mort, quoi. Et il faut garder de l'espoir. Il faut continuer à essayer de faire en sorte que la machine se remette en route. Les entreprises, par exemple, elles sont un peu arrêtées dans leurs décisions d'investissement et tout, à cause de ce budget, parce qu'elles ne savaient pas à quelle sauce elles allaient être mangées. On peut imaginer qu'une fois qu'il sera voté, c'est vrai qu'il faut attendre mi-février a priori, les choses se réenclenchent un petit peu, que la dynamique se réenclenche. Il va falloir voir aussi au niveau défense ce qu'on va mettre. Rien que la défense, si on arrive à augmenter le budget, ça paraît nécessaire dans le contexte international, ça réveille l'industrie. Pour l'instant, les commandes, elles ne sont pas passées, parce que tout est sclérosé par ce budget qui n'est pas là. Si la dynamique reprend, l'industrie, c'est un gros truc. La commande publique qui déclenche l'industrie, qui déclenche le privé, ça crée de l'activité. Ça. C'est triste à dire, parce que c'est pour des raisons de guerre, mais en tout cas, c'est le contexte actuel. Question de Stone 2. J'ai une question. Vous parlez d'un virage à gauche. Est-ce que le gouvernement n'a pas fait un 360 degrés, finalement? C'est-à-dire qu'il a juste négocié sa survie en poursuivant la politique macroniste, en séparant le NFP, en accordant des micro-victoires du PS, en utilisant le 49.3, alors qu'il a promis de ne plus l'utiliser. Et Virginie, il y a ton admirateur secret qui a un message pour toi. Dévoilez-vous, cher ami, Oui, vous ne restez pas
secret. Mais c'est toujours le même, c'est Cristalgre. Tu vois, je sais prononcer Qui son se pseudo. cache, vous vous cachez. Cristalgre. Cristalgre. Virginie, tu Oui. sais, demain, on va voir Jordan Bardella. Ah non, j'espère que non. Ah, ouais, non. Cristal, j'espère que non, mais c'est justement ce que je ne veux pas qu'on Sur prépare. service public, on n'exprime pas d'opinion politique. Ben, moi, j'ai le droit d'exprimer C'est ma vrai, position. c'est vrai. Tu sais, on va voir Jordan Bardella, président, et Rachida Dati, maire de Paris. Je crois que nous sommes... Je crois pas non Faut plus. pas gagner On en est ni qu'au- pour l'un ni pour l'autre. Et absolument. Ils y seront ni l'un ni l'autre. Tu vas voir, Cristal. C'est les présages de Virginie. Je crois que nous sommes qu'au début de tout cela. Pas de changement, mais une vraie rupture. On ne reviendra plus en arrière. Les 2 mandats de Macron ont tout cassé. Est-ce que les deux mandats de Macron ont tout cassé? Ben, en tout cas, ce qui est complètement Ça vrai. rejoint un petit peu la question de Stone 2, d'une certaine Je comprends assez bien cette perception, c'est que Macron a finalement infusé de façon, à mon avis, totalement volontaire, un délitement de l'ensemble des structures de notre société. Plus rien n'existe, en fait. Les partis n'existent plus, les corps intermédiaires n'ont jamais été vraiment traités comme ils auraient dû être traités. Macron n'a même pas bien traité ses collaborateurs et ses ministres, qui sont souvent partis en claquant la porte, ou parfois dans l'amertume ou dans le silence. Donc depuis maintenant 8 ans et demi, bientôt 9 ans qu'il est là, il n'a rien structuré, il n'a même pas structuré son propre parti politique. Je serais bien infoutu de vous dire, et pourtant c'est mon métier, je devrais le savoir, ce que prépare le parti d'Emmanuel Macron, ce qu'il a préparé depuis 8 ans chaque année, sur quoi il a réfléchi, quels ont été ses états généraux. Je serais absolument incapable de vous le dire. Et je vois que Macron, dans le fond, ne sait envisager que lui-même. Les autres n'ont jamais vraiment compté à ses yeux. Résultat, il est tout seul là-haut, un peu au bout du système, au bout de sa popularité, qui je crois aussi les mauvais jours à 11, les bons jours à 13. Donc il est vraiment en très mauvaise posture, mais il a créé sa solitude et il a créé surtout, et c'est ça peut-être ce qui est le plus grave, sa propre solitude, franchement ça m'est un peu égal, mais il a créé le délitement du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en la politique, ne croient plus en l'efficacité des partis, ne croient plus qu'on peut revendiquer proprement quelque chose et qu'on peut peut-être l'obtenir par la voie du dialogue social. En fait, plus personne ne croit à rien. Et ça, c'est terrible, parce que quand on repense à ce qui s'est passé avant, alors je ne dis pas que c'était le Pérou ni le paradis, mais les présidents qui ont précédé Emmanuel Macron, ils étaient dotés souvent d'une majorité, alors parfois ils étaient en cohabitation, mais ils étaient souvent dotés d'une majorité et d'une opposition, et tout ça dans le fond en respectant assez bien les équilibres de notre pays. Et c'était assez rassurant, je pense, de se dire que ce pays était construit au fil du temps sur un système assez transparent, assez clair, assez solide, que la Ve République avait résisté aux différentes cohabitations. Là, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose qui résiste, en tout cas psychologiquement. Bien sûr, les institutions sont toujours là, mais plus personne ne croit en rien. Et moi, je crains par-dessus tout les prochaines élections, peut-être pas municipales, parce que les gens sont attachés à leur maire, donc vont vouloir peut-être voter pour les maires qu'ils aiment bien. Mais je crains par-dessus tout l'élection présidentielle qui va arriver dans 15 mois, parce que pour l'instant, alors je sais bien que la photographie n'est pas figée et qu'elle peut se préciser au fil du mois, mais pour l'instant, ce qui se propose à nous est franchement décourageant, démoralisant et franchement pas du tout enthousiasmant. Petite mise au point dans le chat. Stone 2 qui dit: pourquoi est-ce que vous parlez de Jordan Bardella et du RN alors que c'est pas le sujet? C'est pas nous qui en parlions, c'est plutôt Cristalgre. Et après tu poursuis, il faut faire attention à ce que tu écris quand même, la parole est très libre, mais c'est pourquoi vous faites comme tous les autres médias d'extrême droite le font H24. Alors si tu dis que je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse considérer que France Info est un média d'extrême droite, si tu as peut-être des raisons de le penser, mais il va falloir l'expliquer un petit peu. Je termine. Mais tu as le droit de dire ce que tu veux, mais faire attention à ce qu'on écrit tout de même. Et surtout que c'est absolument pas le fond de nos propos à toutes les deux. Alors, il faut faire attention. Non, moi je vois plus le macronisme comme une espèce de grosse parenthèse qui aura pesé. Et pardon, et Stone 2, il faut que il y a eu un malentendu. Tu dis, oui, mais sur le plateau, ils en ont parlé, c'est le service public, pas une tribune pour le RN. Mais on n'a fait aucune tribune pour le RN. Je comprends, c'est pourquoi parler du RN spécifiquement quand on parle de Macron. Mais moi, je verrais le macronisme... C'est pas nous qui en avons parlé, hein, c'est un des Exactement. Mais, en tout cas, le macronisme, c'est comme une espèce de grosse parenthèse. Et au bout de cette parenthèse, moi, je suis persuadée qu'il va y avoir un clivage gauche-droite
parce que, alors la déformation qu'il a fait Macron, et là je me permets d'en parler, c'est que le RN a beaucoup monté depuis 2017, et ça, quoi qu'on en dise, c'est pas une tribune pour le RN, c'est juste de dire que dans les faits, ils ont eu beaucoup plus de députés et d'importance. Moi, je ne crois pas du tout sur la suite. Ils sont embourbés, Marine Le Pen, elle est embourbée dans ces histoires de procès. Bardella, il est très jeune et pas assez solide encore pour la présidentielle. En tout cas, moi, ça, c'est mon truc. Mais je pense que, voilà, c'est une parenthèse. Le RN a augmenté. Il y a la gauche, quand même, qui est revenue au devant de la scène et on s'y attendait pas. Glucksmann, avant même qu'il y ait cette négociation de Le Cornu avec le Parti socialiste pour le budget, Raphaël Glucksmann a fait 14% aux élections européennes. Ça, on n'a complètement pas vu ça parce qu'il y a eu la dissolution à la suite. Mais on a vu qu'il y avait cette place pour cette espèce de gauche un peu plus raisonnable que la gauche que représente Mélenchon. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se redessine et je suis persuadée que ce clivage gauche-droite, même s'il prendra peut-être une forme différente, il va revenir au devant de la scène et on le voit au niveau des municipales, ça commence à arriver. Moi, je ne suis pas aussi négative pour les présidentielles parce que 15 mois, c'est très court, mais c'est aussi très long dans notre actualité parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours, on a presque un truc qui bouge, qui change et on ne sait pas quelles sont les forces qui vont se mettre ensemble, qui vont se mettre face à face, les uns contre les autres, et on va voir comment ça prend. Et moi, j'ai eu l'impression que dans ce débat du budget, le seul avantage, c'était un peu la répétition des thèmes, justement, de ces discussions qu'on va avoir sur la présidentielle, qui devraient relever vraiment de choix de société. Qu'est-ce qu'on veut pour la France en 2000 devant nous, quoi, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut vraiment construire. Alors bon, après, là, je suis peut-être un peu utopiste, parce qu'on sait que les discussions, après, elles restent à un niveau pas très élevé. Mais moi, je pense qu'il y aura quand même des choix à faire. Et je suis sûre qu'on aura des surprises, même au niveau des personnalités, qui vont soit s'allier, soit se présenter pour la présidentielle. Et ça va changer un petit peu la donne qu'on voit aujourd'hui. Stone 2, je prendrai le temps d'argumenter mes remarques dans ce cas par quelques messages. C'est pas possible, malheureusement. Merci Stone 2, c'est très gentil. C'est très service public. Virginie Leguet. Moi, je ne vois pas très bien le paysage tel qu'il va se présenter à nous en 2027. Mais ce que je vois, moi, c'est surtout que la droite ne se revendique plus comme étant la droite et que la gauche est franchement dans un piètre état. Est-ce que je rappellerai le nombre de députés qui sont à l'Assemblée nationale? Je crois qu'il y a 64 députés PS sur 577 députés, qu'il y a 50 députés de droite sur 577 députés. En tout cas, c'est eux qui font la loi pour le budget. Là. Le PS, c'est lui qui a fait la loi pour cette séquence budgétaire. Pardonnez-moi, je vous ai absolument pas coupé, mais là, on parle de la présidentielle et que je ne vois pas en quoi on va revenir à deux grands partis puissants tels qu'ils ont été pendant des années. Et vraiment, ce sont la gauche et la droite qui ont structuré l'essentiel de la Ve République jusqu'à Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'était pas compliqué. C'était soit la gauche qui était au pouvoir avec une opposition de droite, soit la droite qui était au pouvoir avec une opposition de gauche. Globalement, le paysage politique a été comme ça jusqu'à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce sont quand même des partis, et là, je pense particulièrement à la droite, qui se sont profondément reniés. D'abord, la droite, parce qu'elle a laissé passer des sujets de s'affirmer sur des thèmes qui lui sont soi-disant très chers, comme justement la réforme des retraites, comme l'équilibre des comptes, comme la sécurité, comme tout un tas de choses. Elle a abandonné tous ces thèmes-là au profit du Rassemblement national. Et pire encore, on voit depuis quelques semaines qu'elle est un peu en train de dire oui, alors on pourrait faire des alliances avec le Rassemblement national. Et on voit bien d'ailleurs que ça se prépare. Ça se prépare dans certaines villes de façon plus ou moins ouverte, plus ou moins affichée, et pas dans des petites villes. Et ça, je trouve ça plutôt inquiétant de se dire que cette fameuse union des droites qu'on a l'air de considérer aujourd'hui comme quelque chose de très sympathique est en train de se mettre sur place. Parce que la droite est dans un état croupion et elle va se faire avaler par le Rassemblement national qui, lui, est extrêmement fort et extrêmement puissant. C'est le premier parti de France aujourd'hui. Donc, elle ne croit pas qu'elle va jouer à égalité autour de la table avec le RN. Elle va tout simplement se faire dévorer. Et le RN l'a parfaitement compris. Donc, il laisse la droite venir à elle. Il la laisse passer des alliances pour les municipales. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y aura une alliance à Marseille entre la droite et l'extrême droite? Est-ce que je me trompe ou dans d'autres villes? Enfin, on en arrive à un point de panique du côté de la droite qui, moi, me paraît très préoccupant et qui ne me paraît pas augurer d'une droite forte en 2027. Moi, je pense que c'est pas une question de retrouver les mêmes partis qu'on avait avant. C'est une question des alliances, des thématiques qui vont être soutenues.
Ça va être différent, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction. Mais ça va être intéressant de voir comment ces idées qui ont réémergé, enfin moi je suis désolée, mais ce virage, même s'il est limité social et un peu à gauche, qu'on attendait depuis longtemps, parce que les législatives avaient donné des signaux comme quoi une partie des Français étaient en attente de ça, et que ce fameux régime social, retraite et tout ça, tout ce qui est de l'ADN vraiment de la France, bah, il y avait une partie de la population de la France qui veut qu'on le garde, même si elle a des ambitions par ailleurs, et ça a été démontré. Donc moi je dis pas que c'est le Parti socialiste ou les écolos ou les LR de l'autre côté qui vont faire vivre ça et que ça soit des partis qui revivraient ce qu'ils avaient vécu des années avant. Mais ces idées vont être portées, c'est sûr, et vont donner lieu à des propositions et des personnalités qui vont les porter. Maintenant, moi, l'union des droites, j'y crois pas du tout. Je pense qu'en effet, tous les risques sont pour les LR et il y en a plein il y en a plein chez les LR qui ne veulent pas de cette union parce que c'est pas du tout leur projet et c'est pas du tout ce que porte le parti la droite, depuis longtemps. On a Vauquier, Retailleau, on a Bertrand, on a Alina. Mais il y en a plein qui n'en veulent pas. Jouer c'est pas du soldes, gaullisme. donc les LR, c'est la fin en 2027. Et en plus, ils savent très bien que sinon, comme tu disais, Virginie, ils se font absorber par le RN. Donc voilà. Alors après, qu'il y ait des coups ici ou là, comme la gauche va faire avec Mélenchon, évidemment, localement, il va y avoir des alliances comme il y en a toujours eu et comme il y en a toujours dans les municipales. Mais après, ça va s'organiser autrement. Donc non, moi je pense que, mine de rien, il y a aussi tout ce terreau ou cette réserve des macronistes, de ceux qui venaient de la gauche, de ceux qui venaient de la droite, qui sont déçus par le projet qu'a proposé Emmanuel Macron et qui restera un peu des cendres. Où est-ce qu'ils vont, ces gens-là? Et forcément, ils vont se rapatrier, ils sont en train de regarder où est-ce qu'ils pourraient aller, dans quel camp ils vont se mettre, quelle structuration. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir quelles alliances il va y avoir. Attal, c'est pas dévoilé encore. Le Cornu, moi je pense que ça peut être un candidat. C'est quelqu'un qui va commencer à avoir des ambitions. Où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont se positionner? Gauche, droite, centre, Édouard Philippe là-dedans. Tout ça, on peut pas le savoir encore maintenant. Et même eux, ils savent pas. Ils sont en train de se dire qu'est-ce qui va être le plus malin? Où est-ce que je vais récolter des électeurs par rapport à cette masse du macronisme qui d'un coup, vont plus avoir de propriétaires, enfin de maîtres, quoi. Donc là, on assiste vraiment à la fin du macronisme et encore beaucoup de points d'interrogation derrière. Mesdames, il nous reste un peu moins de 13 minutes et nous avions un président de la République qui s'est transporté à Davos. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Davos? Qu'est-ce qu'il est venu chercher, le président de la République, Emmanuel Macron, à Davos cette année? De la crédibilité, un contre-récit? La réassurance, peut-être, qu'il croit retrouver là-bas et qu'il a perdu en France. Un rôle, mais pas Une cinématographique. prestance qu'il s'imagine. Moi, je note surtout avec peine, d'ailleurs, parfois humiliation, qu'il est moqué, voire parfois même pas considéré, voire parfois même pas inclus dans les discussions et les négociations, que la France pèse de moins en moins, que Emmanuel Macron ne semble pas avoir compris que quand on est faible à l'intérieur, on est faible à l'extérieur, et que ça, malgré tout, c'est une donnée essentielle de la politique. Mais lui, il croit que personne ne comprend ce qui se passe en France. J'ai lu il y a quelques semaines, et je vous engage tous à le lire, parce que vous allez en avoir les poils qui vont se dresser sur vos bras, un papier extrêmement cruel dans le Times. Lisez-le, vous allez voir, on dit des choses bien plus sévères que ce que nous, journalistes français, on dit sur ce qui s'est passé depuis 8 ans, sur la situation de la France, sur ce que sont devenues nos institutions, ce qu'est devenu notre président, ce que sont devenus... franchement, sur la situation actuelle, j'ai rarement lu un papier aussi, j'allais dire, dur, lucide. Alors évidemment, les Anglais ne nous aiment pas toujours, et là, peut-être qu'ils s'en donnent à cœur joie, mais enfin, qu'Emmanuel Macron, que l'on voit beaucoup en ce moment dans les sommets, à droite, à gauche, et qui saute d'un avion pour en prendre un autre le lendemain, je ne ferai pas de commentaires sur ses lunettes de soleil, parce que ça aurait l'air de se moquer. Mais c'était quand même drôle aussi, quand même. Hein. Il est dans en tout cas, il est dans un rôle qui moi, ne me convient pas, et qui ne me semble pas adapté à la situation que traverse la France. Après tout, il est président de la France. Avant de s'adresser aux autres puissants de ce monde et de faire semblant de compter sur une scène internationale dans laquelle je crois qu'il compte de moins en moins, il ferait mieux de s'intéresser à ce qui se passe sur son propre sol et à ceux qui l'ont élu en 2017 et en 2022, parce qu'il a été réélu en 2022. Et ça, il a l'air de s'en fiche comme de l'an 40. Moi, ça me blesse. C'est surtout qu'il a plus du tout la main là-dessus, que le Cornu lui sert un peu de paravent pour pas tomber, donc il a pas intérêt, stratégiquement, je veux dire, à intervenir sur tout ce qui concerne les affaires intérieures en France.
Moi, je suis partagée sur lui parce que j'ai l'impression que quand même, ça marque des points au niveau de la population. Je sais pas, moi j'entends ici ou là des gens qui disent finalement, bah voilà, il essaie de faire par exemple le même langage que Trump, il essaie de montrer les gros bras et les grosses lunettes, mais Et Trump se moque de lui. Trump se moque de lui de l'autre côté. En même temps, on se dit, bah, finalement, c'est pas idiot de monter au créneau, mais il n'est pas suivi par l'Europe et l'Europe n'est pas assez forte pour qu'on puisse avoir ce type de message, donc c'est un peu décalé. Et puis globalement, c'est vrai que moi je pense qu'il cherche à avoir un rôle. C'est une fin de règne, donc il essaie de marquer des points à l'international. Ça date pas d'hier, hein, il l'a fait depuis plusieurs temps. C'est pas toujours réussi. Je pense qu'il gagne quand même quelques petits points comme ça, où des gens se disent ouais quand même la voix de Macron à l'international c'est fort. Mais globalement, on n'a pas les moyens en Europe et même en France pour réagir par rapport à tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, les quelques soldats qu'on a envoyés au Groenland, c'était presque ridicule, comme si Trump, ça allait l'empêcher de dormir, quoi. Donc, par contre, globalement, ce que je trouve qui est hyper difficile pour l'Europe et la France, c'est de pouvoir penser à sa stratégie, sa géopolitique, son influence, sans regarder toutes les 5 minutes ou écouter ce que fait Trump. Parce que Trump, il nous occupe tellement la tête et l'esprit toutes les 5 minutes qu'on n'a même pas la capacité de se dire bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est notre projet, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, même si Macron reste à l'international. On n'est qu'en interaction avec Trump. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on ne peut pas se créer de stratégie, on n'avance pas, quoi. Virginie, tu as l'air dépitée. Non, je suis pas dépitée. C'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment rien de très encourageant ces temps-ci. Que moi qui crois beaucoup à la politique et qui crois beaucoup à la force des convictions, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de convictions nulle part et que je trouve ça incroyablement dangereux. Et j'ai le sentiment, quand on écoute les conversations, mais n'importe où, dans les cafés, dans les queues, dans le métro, au cinéma, quand on est en train de rentrer dans un cinéma, les gens parlent politique, mais finalement n'en parlent pas bien, ne la respectent pas, sont extrêmement désabusés, parfois très en colère, parfois très déçus, et que ça, c'est un terreau pour un vote extrême que moi, je crains énormément. Est-ce qu'il y a une espèce de distance qui se fait entre ces discussions au niveau des responsables politiques, ces jeux, et puis la réponse aux préoccupations quotidiennes. Et c'est vrai que là, il y a vraiment une distance et on a l'impression que la population n'y croit plus, que les responsables politiques ne s'intéressent pas à ça. Ils font déjà leur micmac, leur cuisine, machin, ils se répartissent les postes et tout ça. Et moi, mon quotidien, mon logement, mes courses, toutes mes difficultés, petite entreprise, artisan, machin, personne s'occupe de moi et on veut pas. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui se ressent. Et ce qui est difficile, c'est d'avoir des résultats concrets, de pouvoir se dire, bah si, des responsables politiques peuvent avoir des résultats, et ce sera probablement l'enjeu des prochaines élections, de dire, alors les municipales, souvent c'est plus facile parce que les maires sont aux côtés des citoyens, donc quelque part ils sont obligés de répondre à leurs demandes, et ils le font hein, dans la plupart du temps, des coins, même sans véritablement beaucoup de moyens, ils le font comme ils peuvent, ils se débrouillent. Il va falloir montrer que des responsables politiques au niveau national, que ce soit des députés ou présidents ou ministres, réussissent aussi à répondre à ces questions du quotidien. Et là, vraiment, il y a une distance qui s'est faite et du coup, beaucoup de défiance vis-à-vis des politiques. C'est un ras-le-bol qu'on saisit immédiatement dans le chat, hein, puisque dès lors qu'on l'a évoqué, le chat s'est manifesté. Ah oui, je comprends. C'est Psychopathe Star donc, qui dit mais parce que les politiques nous respectent vraiment. Mais non, justement. Schnoops dit notre système manque de démocratie, c'est simple. Cristal, lui, dit merci. C'est bien parce qu'ils ne viennent pas sur le talk. Ici, on apprend aussi à parler politique. C'est vrai. Michael Cull, CNN dit il faudrait qu'on cesse d'assister au spectacle des irresponsables politiques. C'est vrai. Bandini, qu'est-ce qu'il y a de respectable? Ça s'est encore vu aujourd'hui à l'Assemblée, le spectacle. Mais je suis d'accord. Énorme. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ces sentiments-là. Attention, nuançons, parce que moi, je suis désolée. À l'Assemblée, ils nuancent pas, malheureusement. Non, je suis désolée. Il y a des responsables politiques, hommes comme femmes, qui sont très sérieux, qui essaient de faire le boulot, qui essaient de toucher ce qui concerne l'intérêt général et l'intérêt commun. C'est pas forcément ce qu'on voit tout le temps dans les médias, mais c'est des gens qui font leur boulot, qui essaient de pousser leur dossier, qui arrivent pas, qui essaient de faire du lobbying, c'est pas un gros mot, hein, de l'influence pour faire passer leur sujet. Donc moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas que des irresponsables politiques. On est dans une phase très compliquée. Il y a des gens qui veulent leur intérêt, et ça, c'est clair, c'est sûr. Et on a encore du mal à montrer pour ces personnes-là que l'intérêt
l'intérêt commun, c'est la bonne voie. Mais je suis désolée, on ne peut pas dire que tous les responsables politiques, tous les maires, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est dangereux, le tous pourris. C'est hyper dangereux parce qu'on sait qui ça fait monter. Là, pour le coup, je ne le dis pas, mais je le pense fortement. Et ce n'est pas la vérité, quoi. Donc, moi, je ne peux pas être sur ce sujet-là. Oui, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Oui, il y a des gens qui préparent des coups. Oui, il y a des gens, et même des premiers ministres, qui nous ont montré qu'ils n'étaient pas très préoccupés par la situation du pays ou par la situation financière et sociale des gens. Mais tous ne le sont pas comme ça. Les conditions ne sont pas tellement là pour qu'on aille vers l'intérêt commun, mais il y en a plein qui sont sur ce sujet-là. Non, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que l'essentiel du personnel politique, on ne connaît d'ailleurs pas. Les maires, ceux qui sont dans les collectivités, ceux qui sont Dans les agglos, tous les jours tout. dévoués Mais même des pour leur députés, des mandat et sénateurs. dans leur fonction. Tous ces gens-là sont des gens formidables et franchement même admirables de se présenter encore à une élection municipale et de vouloir que le pays change, de se présenter encore à une élection et de vouloir que le pays change. Mais malheureusement, on les entend plus, ces gens-là. Ce qu'on entend, c'est ceux qui parlent le plus fort, qui crient le plus fort, qui menacent le plus fort et qui font le chantage le plus effectif. C'est cela qu'on entend et c'est cela que les Français entendent. Les autres, ils les voient peu ou pas assez et les autres ont petit à petit été avalés par ceux qui crient fort. C'est ça la difficulté du moment et c'est une difficulté qui fait que ce qu'on perçoit du paysage politique quand on est normal, quand on mène une vie normale, c'est peut-être pas la réalité, mais ce qu'on perçoit est franchement extrêmement détestable. Freemind dans le chat, après le passage d'Emmanuel Macron qui coupe à l'alternance droite-gauche, une alternance claire en tout cas dit-il, est-ce qu'on peut revenir vraiment à cette alternance ou est-ce que le modèle politique doit changer ? Moi, je pense que les débats justement budgétaires ont montré qu'il y avait véritablement ce clivage qui perdurait. Est-ce qu'il y a vraiment eu de la négociation, de la transaction ? Les uns et les autres ont retiré ce qui fâchait l'autre, mais ils ne se sont pas accordés sur quelque chose, sur un compromis. Non, mais par contre, on a entendu des convictions et des idées très différentes. Et dans ces idées-là, il y a ce clivage quand même gauche-droite qui réapparaissait. Est-ce qu'on taxe les entreprises ou les gros revenus, ou est-ce qu'au contraire, on mise... c'est du keynésianisme ou... À la fin, c'est un peu ni l'un ni l'autre, non ? Je te pose la question. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que dans les discussions budgétaires, il y avait bien cette opposition d'idées et ce choix à faire qui n'a pas pu être fait. Et on est plus dans des systèmes de Mikado ou de trucs où on enlève là pour que l'autre vote, où on retire. Et en effet, c'était pas très cohérent. Mais moi, j'ai entendu des discussions qui relevaient de choix de société qui étaient très différents entre soit libéral, pro-entreprise pour favoriser la croissance et l'investissement, soit soutenir avec un État-providence plus social qui va taxer un petit peu des gens qui payent moins d'impôts et pourtant qui sont les plus riches, ou d'essayer d'aménager. Moi, je l'ai entendu. Moi, j'ai vu un spectacle tout à fait désolant, fait d'ambition, de faux semblants, de beaucoup d'égocentrisme. L'Assemblée nationale a fonctionné en huis clos, comme si elle n'y avait qu'elle. Elle est dans un système complètement fermé. Et je reviens à ce qui s'est passé cet après-midi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont coupés, ou ils sont plus en cohérence avec ce qui se passe dans la vie quotidienne des Français et ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, ils s'écharpent comme des forcenés sur des sujets qui sont des sujets maltraités. Et au contraire, moi, j'ai pas entendu beaucoup de discussions de fond sur la fiscalité des entreprises, la contribution des plus riches, la protection de notre système social. Est-ce qu'on n'est pas en train de le mettre en danger, notre système social, en alourdissant ses dépenses et en faisant en sorte que les rentrées ne soient pas suffisantes ? Est-ce que c'est pas ça la question ? Donc là, on dit oui, on est très content de notre système social, mais on va à l'encontre de la protection du système social. Et qu'est-ce qu'on va faire comme investissement à long terme ? Quel est notre projet pour demain et pour après-demain ? Je n'ai rien entendu de tout ça. Je n'ai entendu que des petites discussions de boutiquiers et je n'ai vu que des ministres qui étaient prêts à céder surtout du moment que le budget de la sécurité sociale passait, du moment que le budget de l'État était simplement, disons, validé après un 49.3 négocié, ce qui n'est pas un 49.3 classique. Donc moi au contraire, je trouve que c'est un spectacle tout à fait désolant qui montre que nos parlementaires, et c'est d'ailleurs pareil au Sénat où la droite est majoritaire, mais la droite, elle a pesé puissamment pour obtenir ce qu'elle voulait et le budget finalement n'est pas très à gauche. Je rappelle que la contribution qui devait sur les hauts bénéfices des entreprises, elle devait démarrer en 2026, elle a été repoussée en 2027, donc peut-être qu'elle n'aura même jamais de démarrage et ça c'est la droite qui l'a voulu. Donc ce n'est pas tellement un budget de gauche, c'est un budget de briques et de broc, c'est un budget incohérent et c'est un budget qui n'a pas mérité justement que les députés et les sénateurs se mettent au travail ensemble.
ensemble, malheureusement. Freeman, j'ai l'impression que le Sénat est une sorte de représentation de notre administration qui est vieille, qui n'évolue pas à ma connaissance. Un relent du pouvoir des nobles, est-ce que je me trompe? Alors, c'est une question qu'on peut poser dans un autre stream, mais qui est intéressante. Ils font du boulot. Hein. Par exemple, tout ce qui relève du narcotrafic, c'était un boulot. Et je dois dire, je ne suis pas tellement... tu n'es pas Bruno narcotrafic. Non, c'est Bruno Retailleau qui a porté ce dossier, qui a fini par faire loi. Et voilà, c'est ce type de boulot. Les sénateurs bossent. Hein. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas la grande jeunesse chez les sénateurs. Je ne sais pas si c'était la question. C'est un petit peu rajeuni. Il y a un très jeune, d'ailleurs, un sénateur côté dans le Nord. Là, mais oui, c'est parce que c'est aussi le mode de scrutin pour élire un sénateur. Après, je pense qu'il parlait de la sociologie des sénateurs. Oui. On pourrait reparler dans un autre stream, plutôt en deuxième partie. Tac. Et Ézéchiel qui dit pourquoi avoir un programme quand on peut faire des TikTok, c'est rigolo. et Psychopastia. C'est vrai, ça ne sert plus à rien, un programme, des idées, j'avais une des ambitions, allez hop, c'est pas la peine. J'avais une excellente transition, mais je ne retrouve plus. Donc je ne vais pas faire d'excellente transition, parce que c'est 18h, c'est de 51 secondes, c'est l'heure de nous quitter juste avant un très très court mot de la fin. Émilie Zapalski. Moi, j'attends de voir la suite. Je suis curieuse de voir une fois qu'on a passé le budget, qu'est-ce qu'on fait. Voilà un joli mot de la fin. Et en fin. attendant la présidentielle. Moi, je pense qu'on ne fera rien. Et que ça va durer comme ça jusqu'en 2027. Et moi, je suis totalement navrée de la situation. Et les paris sont pris. 18h01, 11 secondes. Merci Virginie Leguet, merci Émilie Zapalski, merci pour vos lumières, merci d'avoir répondu aux nombreuses questions du chat aujourd'hui. C'est un plaisir de vous lire. Dans le chat, justement, les amis, vous ne bougez pas. On fait une courte pause de temps d'un changement de plateau, puisqu'on est ensemble encore jusqu'à 19h. On va parler de Donald Trump, d'Europe, de Groenland, de bluff, de perspective. On se retrouve dans 2 minutes. Vous ne bougez pas, le talk revient dans un instant. 5 passé de 2 secondes, presque pile à l'heure. Merci d'avoir patienté. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous, on est dans le talk de France Info jusqu'à 19h avec 2 nouveaux invités. Nous pouvons mettre fin au bain de sang. Ces mots, ce sont ceux de Donald Trump, président des États-Unis à Davos, au Forum économique. Il a lancé en fin de matinée son Conseil de paix, une nouvelle institution qui a réuni une vingtaine de dirigeants. Ce Conseil de la paix est initialement conçu pour reconstruire la bande de Gaza, mais Donald Trump lui fixe désormais une ambition mondiale. Ces ambitions exprimées quelques jours après que le président américain a menacé la France et plusieurs autres pays européens d'une guerre commerciale si le Groenland ne lui était pas vendu, à l'heure aussi où le traité OTAN bat de l'aile et où les intentions de Donald Trump se confondent dans un brouillard, une brume de bluff, et aussi un brouillard de réalité intérieure, extérieure, à tout le moins complexe. Bonsoir, il est 18h, on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Yves Bertoncini, salut. Bonsoir. Salut. Tu es consultant en affaires publiques et européennes, tu enseignes à l'ESCP et par ailleurs au Corps des Mines, à tes côtés Nicolas Tenzer. Bienvenue Nicolas. Bonsoir Ludo. Tu es haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. Ton dernier livre, Fin de la politique des grandes puissances, audition de l'Observatoire. Peut-être que je pourrais commencer avec toi, Nicolas, parce que j'ai parcouru ton livre. Est-ce qu'il est encore d'actualité? Parce qu'il est sorti, il me semble, il y a 1 an. Il est sorti il y a 9 mois. Il y a 9 mois, mais tu l'avais écrit un petit peu avant. Et la situation a beaucoup changé. Oui, mais est-ce qu'il ne va pas falloir le réactualiser? Alors, d'abord, moi j'ai été frappé parce que on va parler de Davos tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Mark Carney, qui est le Premier ministre canadien, qui a dit, en fait, les petites et moyennes puissances n'ont pas dit leur dernier mot. Et mon sous-titre du bouquin, c'est « Petites et moyennes puissances à la conquête du monde ». Donc je me suis dit, Mark Carney, j'ai même fait un post là-dessus, il a lu le bouquin. Et en fait, il est complètement dans ma ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit ce que Trump fait des États-Unis, en fait, il est en train de détruire l'Amérique. Déjà, elle avait été affaiblie pour des raisons différentes par Obama et par Joe Biden, qui par leur refus d'intervention, l'un en Syrie et en Ukraine, l'autre en Ukraine, le retrait d'Afghanistan, il y a plein de raisons, etc. Par Trump, il est en train de l'appauvrir. Regardez la destruction de tous les programmes d'aide au développement américaine, l'arrêt des financements de l'aide à la démocratie. Bon, la Russie, je n'en parle même pas, c'est un astre mort de toute manière. Alors reste la Chine, c'est le cas effectivement le plus délicat, mais enfin, vous voyez un certain nombre de puissances, l'Europe d'ailleurs, qui ont aujourd'hui les moyens d'arrêter la Chine, de contrôler la Chine. C'est beaucoup plus difficile, c'est le point le plus délicat, bien sûr. Vous voyez beaucoup de pays africains, vous voyez même des pays d'Asie centrale, pas totalement des démocraties par ailleurs, qui disent, bon, on n'a quand même pas intérêt à, je dirais, rester à la fois dans l'escarcelle russe et de retomber après dans l'escarcelle syrienne. Donc vous avez vraiment ce mouvement, et je pense que cette stratégie que définissait Mark Carney d'une possibilité d'alliance entre les grandes puissances, c'était une des conclusions de mon bouquin. La Chine a déjà gagné, c'est pour ça que l'Amérique s'agite comme une poule sans tête, dit Volca dans le chat. Yves. J'étais en Chine, par hasard, le jour où Trump a été réélu. Et j'étais donc avec des Chinois, membres d'un think tank, voilà, un centre de réflexion.
Et je leur ai dit, voilà, on a accueilli la nouvelle, c'était une information, et je leur ai dit, alors, bon, qu'est-ce que ça vous fait? Et l'un d'eux m'a répondu, oh, vous savez, Yves, Make America Great Again, ça veut seulement dire une chose, c'est qu'elle n'est plus grande aujourd'hui, puisque Trump n'a de cesse de vouloir restaurer sa grandeur. Et ils y voyaient déjà un aveu de faiblesse derrière ce slogan-là. Et les Chinois se disaient, bon, écoutez, on a le temps devant nous, on a la masse devant nous. C'est vrai qu'ils sont économiquement sur une pente ascendante. Et en gros, on retrouvera notre place au centre et au sommet. Disant cela, je ne suis pas à l'aise avec tout ça, hein, parce qu'on connaît d'abord les fragilités, la dangerosité potentielle du régime chinois, son caractère autoritaire, dictatorial, les aventures politiques qu'il pourrait déclencher dans la région asiatique. Mais c'est vrai que pour nous, Européens, ce qui est plus existentiel, c'est l'invasion russe de l'Ukraine depuis quelques années, le fait qu'il y a une menace russe hybride, hein, qui nous touche déjà, et que face à cela, que Trump lâche l'Ukraine, ça on pouvait s'y attendre parce que ça renvoie à des tendances longues et au fait qu'après tout, c'est vrai que les Européens doivent prendre davantage leur destin stratégique en main, donc qu'ils lâchent l'Ukraine, ça pouvait passer. Qu'il lynche Zelensky dans le bureau ovale, ça c'était déjà choquant et je crois que même un enfant de 12 ans pouvait saisir la grossièreté du procédé. Qu'il lèche Poutine, ça c'est encore le pas d'après. Et c'est vrai que ce qui est frappant depuis quelques mois pour les Européens, parce que les Européens, la construction européenne, elle a été lancée pour faire face à Moscou, accompagnée par Washington au moment de la guerre froide, etc., Staline. Que là, les deux côtés, ça turbule. L'un qui réattaque, bon, bah ça on était habitué. Ça réactive des peurs lointaines et en Europe, hein, l'invasion russe, l'agression russe. Mais que l'autre, le protecteur traditionnel, non seulement ne protège plus, mais paraissent parfois se liguer avec l'adversaire qu'il ne critique jamais. Le seul cible des critiques de Trump, encore à Davos, ce sont les Européens. Bon, bah ça, c'est profondément problématique et ça ouvre sur une nouvelle réalité géopolitique auquel les Européens doivent s'adapter, voilà, en prenant davantage leur destin en main. Ce qu'ils ont fait au Groenland, on va peut-être en reparler. Moi, je suis évidemment totalement d'accord avec ce que vient de dire Yves. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis sont passés du côté obscur de la force. De manière totalement évidente. Volca dans le chat dit à titre personnel, je me sens plus davantage en sécurité avec un leadership chinois qu'avec un Trump. Non, alors moi, je n'irai certainement pas jusque-là parce que je dirais la Chine, en fait, a exactement la même visée que Trump et que Poutine aujourd'hui, c'est la destruction de l'ordre juridique international. Je vais vous donner un seul exemple. Ça est passé complètement sous les radars. On a très peu parlé dans les médias français. En mai dernier, à Hong Kong, que la Chine a privé totalement de ses libertés, en mai dernier, donc, a été créée l'organisation internationale des médiations. C'est une organisation que la Chine, alors j'allais dire c'est presque le même schéma, c'est assez marrant, hein, que le fameux Conseil de la paix, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de Donald Trump. On va en reparler. C'est quoi? C'est une organisation à la main de Pékin qui a dit, moi, j'étais pas du tout content, d'ailleurs, j'ai pas accepté les jugements de la Cour permanente d'arbitrage, qui est une des grandes juridictions internationales cises à La Haye, comme la Cour internationale de justice ou la CPI, etc., sur les délimitations dans la mer de Chine méridionale. Eh bien, moi, je vais créer une organisation des médiations internationales qui va dire le droit. Et donc, il fait venir un certain nombre de pays. Alors, bon, évidemment, les usual suspects, comme on dit, c'est-à-dire, évidemment, les autres dictatures. Plus, évidemment, il y a la Hongrie, tiens, c'est marrant, hein, comme dans le Conseil de la paix de Trump, qui vient aussi. Vous avez d'autres États. Parce que la Chine veut réécrire complètement toutes les normes, mais qui sont effectivement la violation concrète de tout le droit international tel qu'il a été établi, en particulier après, évidemment, les jugements du tribunal Nuremberg et l'établissement des Nations Unies avec tous les traités, effectivement, qui ont été publiés, je dirais, dans les années 40, fin des années 40, début des années 50, etc. Donc, il y a une volonté, aujourd'hui, de Xi Jinping, évidemment, d'abord, de contrôle politique total sur le pays, et je pense qu'on aura prochainement le 30e congrès, c'est le 15 mars, du Parti communiste chinois, qui va le montrer de manière encore plus forte, mais aussi la volonté, c'est plus du tout de dire on va changer progressivement les règles,
mais vraiment de détruire les règles. On n'est plus avec Xi Jinping du temps de Hu Jintao, de Jiang Zemin, qui n'étaient effectivement pas des gentils libéraux, mais qui étaient, je dirais, un peu plus respectueux. Là, on est sur tout à fait autre chose. Donc, pour moi, d'ailleurs, il y a un alignement total entre Trump et Xi Jinping. Alors, sur le plan, effectivement, idéologique, il a la même intention, mais aujourd'hui, si demain la Chine attaque Taïwan, est-ce que vous pensez sérieusement que les États-Unis vont défendre la démocratie? Parce que tout simplement, on l'a vu, hein, qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? C'était pas du tout, entre guillemets, on n'a pas enlevé le dictateur horrible, hein, Nicolas Maduro, pour mettre en place le président qui avait été un an avant, lui, Urrutia, légitimement élu. Non, pas du tout. Donc, Moi, c'est pas l'intention. Et donc, c'est ça qui est aussi très frappant. Ce qui m'inquiéterait davantage, c'est plus la convergence avec Moscou. Parce que puisque ce qui se met en place, c'est une rivalité américano-chinoise, puisque ce qui peut se mettre en place en parallèle, c'est l'idée que chaque grande puissance fait régner l'ordre dans son environnement immédiat. Hein. Et donc, ça voudrait dire les États-Unis en Amérique centrale, éventuellement au Groenland, même si on leur fait face. La Russie en Ukraine, dans son étranger proche, et la Chine, effectivement, dans la mer de Chine méridionale, on pourrait se dire, oui, les États-Unis vont laisser faire ça. Sauf que cette rivalité américano-chinoise, autant elle peut conduire Trump à abandonner l'Ukraine, ce qu'il est en train de faire plus ou moins ouvertement, moi je crois qu'il s'opposerait quand même à la mainmise chinoise sur Taïwan, parce que le rival, c'est la Chine. Et deuxièmement, il y a des intérêts économiques en termes de semi-conducteurs à Taïwan. Et donc, bon, l'avenir n'est pas écrit. Pour ce qui nous concerne, nous les Européens, l'avenir c'est l'Ukraine. Et là, c'est une guerre d'invasion. Et puis, c'était la volonté impérialiste d'annexer le Groenland, qui paraît endiguée pour l'instant grâce à la réaction ferme des Européens. Mais bon, voilà, il va falloir confirmer tout ça au cours des prochaines semaines. Ce qui reste de cet épisode groenlandais, c'est une hostilité exprimée par le président américain hier et avant-hier à Davos, aujourd'hui et hier à Davos, de manière extrêmement grossière, sans nuance. Franchement, c'était même embarrassant de l'écouter pendant 72 minutes. Donc voilà, c'est un allié toujours, mais il se comporte comme un adversaire, sinon pas encore comme un ennemi. Qu'est-ce qu'il va vraiment rester de cette séquence Groenland? Elle n'est pas terminée. La réaction des Européens, elle était un peu, comment dire, allergique, mais elle n'était pas si ferme que ça. Elle était subtile, si je me permettre. Hein. On peut dire beaucoup de choses sur les Européens. Évidemment, dans le monde qu'on vient de décrire, le défi des Européens, c'est leur unité. Parce que l'Europe, c'est l'Union européenne à 27. Hein, c'est une grande puissance économique parmi les trois. C'est la plus grande puissance commerciale des trois. Simplement, elle n'est pas une fédération, elle n'est pas une union, comme les États-Unis d'Amérique et la Chine impériale et autoritaire. Bon. Donc, bien sûr que l'Europe, elle patine, c'est lent, etc. Mais là, écoutez, franchement, d'abord, politiquement, ça a été non, nei. Hein, en danois, c'est non et c'est non. C'était pas... Voilà, non, c'est clair, c'est non. On peut toujours trouver 2-3 voix discordantes. Les Danois, comme Viktor Orban. On comprend la position danoise, mais... Oui, mais c'est non. D'abord, c'est non. Deuxièmement, le déploiement de troupes sur place. C'était une belle manœuvre diplomatico-militaire. C'est pas parce que Trump est narcissique que nous, il faut s'empêcher d'être pervers. On a été pervers. Et tout le monde a ri de ces chasseurs alpins qui viennent de mes Alpes natales, d'ailleurs, qui ont été déployés avec d'autres. Oui, mais ça accroissait le coût pour Trump, le coût diplomatique et le coût interne auprès de son opinion publique, qui est quand même habituée à l'Alliance Atlantique, d'aller porter atteinte à l'intégrité physique des soldats qu'on a déployés. Ça l'a beaucoup énervé et ça l'a beaucoup embarrassé, de sorte que d'ailleurs, il a déplacé le terrain sur le registre commercial et que, écoutez, c'est lui hier qui s'est déballonné à la fois sur l'usage de la force et sur les sanctions commerciales. Tout ça, dit-il, parce qu'on lui aurait accordé, d'ailleurs il faudrait voir comment, le droit d'accès à des bases américaines supplémentaires au Groenland, ce qui était déjà tout à fait possible. C'était le cas. Voilà, et donc ce qu'il voulait, c'était, dans une logique de constructeur immobilier, mettre la main sur des arpents de terre, rester dans l'histoire américaine comme ayant agrandi, comme d'ailleurs Vladimir Poutine avec l'Ukraine, le sol de la fédération. Je ne suis pas sûr qu'il y ait renoncé dans sa tête, mais au moins... Concrètement, là, on lui a fait obstacle. Et puis, évidemment, il y a un sommet européen ce soir. Il faut continuer parce qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est peut-être juste un répit avant qu'il ne remanifeste sa volonté d'avancer. J'observe qu'il a encore dit une autre chose à Davos. C'est très instructif. Ça date d'aujourd'hui.
Ce qu'il a aussi fait reculer, il était devant des milieux économiques, c'est qu'il est un poison en termes d'incertitude. Les investisseurs, les commerçants, ils ont besoin de stabilité. L'année dernière, les Européens ont accepté un accord commercial déséquilibré, mais parce qu'au moins, ils voulaient de la stabilité. Les investisseurs ont besoin de la stabilité. Sauf que 6 mois plus tard, si Trump est capable de dégainer des droits de douane 2 fois dans la même journée, une fois contre les 8 pays qui sont allés se déployer au Groenland, une autre fois contre la France, parce qu'elle ne veut pas rejoindre le Conseil pour la paix, à ce moment-là, c'est un fauteur de troubles. La bourse a dévissé, les bons du Trésor ont commencé à être payés plus cher. Il a donc dit aujourd'hui à Davos, attention à ceux qui arrêtent d'acheter des bons du Trésor américain, ils seront sanctionnés. Ce qui est fascinant dans cette démonstration de force, c'est qu'elle avoue une faiblesse. Ça veut dire qu'il a vu le problème et que c'est un problème pour lui. Et donc, vous voyez, juste avec ces 3 choses-là, déploiement militaire, représailles commerciales potentielles et baisse de l'achat d'actions ou de bons du Trésor américain, oui, nous l'avons fait reculer, fût-ce temporairement. Mais en tout cas, je crois qu'il a été pris d'un hubris peut-être entretenu par ce raid éclair au Venezuela, mais que là, c'était un pont trop loin, qu'il est allé trop loin pour ses alliés traditionnels, et aussi pour une bonne partie de son opinion publique et des élites washingtoniennes. Nicolas Tenzer. Oui, alors d'abord, il faut voir qu'effectivement, l'opinion publique américaine est contre. Très majoritairement. Je veux dire, il n'est pas question, effectivement, que les États-Unis envahissent le Groenland. Enfin, eux-mêmes, je veux dire, même les électeurs MAGA, enfin, je ne parle pas d'une base qui est complètement fanatisée, mais disons des électeurs classiques MAGA, il y en avait quand même, sinon ils n'auraient pas été élus, je veux dire, ne sont pas prêts à accepter ça. Mais ce qui est très frappant dans l'imaginaire trumpien, c'est effectivement cette idée, c'est que pour le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, qui sera célébré le 4 juillet, Trump se dit, mais je vais encore agrandir l'Amérique. Mais c'est une conception très étonnante. C'est vraiment une conception du 19e siècle, ou même d'ailleurs des siècles avant. C'est l'idée, effectivement, qu'il y a encore la possibilité d'acquérir... bon. Et c'est ça qui est très frappant, et c'est pour ça qu'il y a cette collusion totale, d'ailleurs, avec Poutine, au-delà d'autres éléments, à mon avis, de collusion financière très anciens, c'est que ce mépris du droit international, mais même cette volonté aussi de détruire le droit international, je vais même beaucoup plus loin, c'est aussi une des marques de fabrique de Trump. Alors Trump, je pense qu'il le fait de manière très spontanée. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Je pense qu'il y a une vraie vision idéologique dans la tête de Poutine. Alors qu'il y a une vision idéologique abominable, qui est complètement, évidemment, faite de briques et de broc, avec un peu de nazisme, parce qu'il y a un élément nazi chez Poutine, véritablement. D'ailleurs, des idéologues autour de Poutine sont des nazis, des gens dont il s'inspire sont ou étaient des nazis. Donc c'est Ivan Ilyin ou quelques autres. Vous avez une partie, effectivement, je dirais, d'antisémitisme, vous avez de l'horacianisme, vous avez le culte de la mort, vous avez du New Age, vous avez toutes sortes de trucs absolument invraisemblables, mais il y a quelque chose et il y a des objectifs qui se convergent vers la destruction d'ailleurs totale du monde et même d'ailleurs de la Russie. Il y a une vision de la mort, en fait, de la destruction, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les discours de l'église orthodoxe russe, église avec beaucoup de guillemets, parce que ça plus rien d'une église, c'est une sorte de secte, effectivement, du KGB, enfin du FSB aujourd'hui avec Kirill. Mais vous avez ces éléments idéologiques. Chez Poutine, chez Trump, il n'y a pas ces éléments d'idéologie. Je pense que Trump est une sorte d'animal assez bestial, qui a des intuitions assez extraordinaires. On l'a vu d'ailleurs, quand je dis le côté animal, vous avez vu, vous vous rappelez, quand il avait il y avait cette tentative d'assassinat qui s'est relevée comme ça, il y a cette espèce de dimension-là, même si aujourd'hui il paraît très atteint sur le plan cognitif, mais il y a toujours cette dimension-là. En revanche, derrière, vous avez quand même tout un appareil idéologique extraordinairement inquiétant, qui avait été porté par le projet 2025, vous savez, qui est aujourd'hui porté par des gens comme J.D. Vance, par le numéro 2 de l'équipe de la Maison-Blanche, Stephen Miller, et qu'on retrouve d'ailleurs dans des discours de tous les gens, effectivement, de cette cour d'embaumeur, d'encenseur plutôt de Trump que l'on retrouve, et qui existe avec la même violence. Il y a quand même un élément à Davos qui est passé un peu inaperçu, c'est quand même le fait que vous avez eu la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a quitté, en claquant la porte, au milieu, un dîner avec le secrétaire d'État au commerce américain. C'est un truc, tout simplement parce que la violence de ses propos était tout simplement importante. Et je pense d'ailleurs que Christine Lagarde a eu le très bon réflexe de dire aujourd'hui, on ne peut pas assister. Donc vous avez derrière ce projet idéologique extraordinairement construit.
et que dans les éléments de destruction de l'Europe aujourd'hui que Trump est en train de mettre en place, alors vous avez des éléments, vous avez Poutine, bon, qui veut exactement la même chose, vous avez toute l'aide aux partis anti-européens et extrémistes, qui me paraît aussi un élément très important. Vous commencez à voir sur les réseaux sociaux, et même un peu au-delà, même dans des boucles, Telegram, WhatsApp, etc., une collusion entre les propagandistes de Trump et les propagandistes de Poutine, avec exactement le même message. La qualification, elle m'avait été posée lors d'une autre émission récente, adversaire ou ennemi, tu la reprenais tout à l'heure. Mais pour moi, on est en train quand même de franchir un certain nombre de lignes qui permettent de parler d'ennemis. Et c'est quelque chose, encore une fois, que personnellement, je n'aurais jamais imaginé il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans. Quand je disais qu'ils sont passés de l'autre côté, effectivement, du côté obscur de la force, ou de l'autre côté du miroir, peu importe l'expression d'ailleurs, mais je pense qu'ils sont passés effectivement dans le camp en face. Oui, et je ne pense pas qu'ils reviendront. Oui, je ne pense alors, pas qu'ils reviendront. Le il est important. Trump, il suffit de l'écouter hier pendant 72 minutes, on l'a perdu. Y compris quand il parle des médicaments, etc., de quelque chose qui ne repose sur rien. Et ce qui est donc inquiétant, au-delà de son problème cognitif, même si il a, oui, quelques lignes directrices, on peut dire qu'il a été élu là-dessus. Bon, d'accord, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'autour de lui, il n'y a non pas seulement quelques excités idéologues qui le poussent, mais que surtout, il y a une foule de courtisans qui n'est même plus capable de lui dire non, mais là, monsieur le président, ça ne va pas. Et donc, c'est vrai que dans une démocratie comme les États-Unis d'Amérique, au fond, ce qu'on observe, que les Européens observent, c'est ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Alors, il faut quand même dire que la Cour suprême devrait statuer sur son mésusage des armes commerciales, et que Trump, là, il identifie bien les dangers. Il a dit, si jamais la Cour suprême me désavoue, il va falloir tout rembourser. Les droits de douane qui ont été décidés sous son autorité. Bon, il y a le Congrès des États-Unis. Il y a eu, par exemple, des républicains qui se sont quand même révoltés, là, parce que ça va beaucoup trop loin. Encore une fois, le Groenland, c'est un pont trop loin. Les gens comprennent si le délire du promoteur immobilier qui en veut plus, qui croit qu'on est toujours effectivement au 19e ou au 18e siècle, et on est en démocratie, mon ami. Il y a une population au Groenland. Quand il dit encore hier qu'il veut acheter juste une banquise, et les gens qui sont dessus, alors, franchement. Donc, les gens voient ça. Je crois qu'ils voient aussi aux États-Unis je dirais, les partenaires de golf, la famille de Donald Trump, qui s'enrichissent depuis qu'il est arrivé, lui-même s'enrichit et qui veulent aller, même si c'est difficile, disent les spécialistes, exploiter le Groenland. Donc les gens le voient de plus en plus, ce qu'ils voient, et donc au Congrès, quand ils voient ça et quand ils voient que je dirais, le niveau de vie des Américains, sauf les plus riches, ne s'améliore pas, ils commencent un peu à se rebeller. Vous voyez, au Congrès, des républicains, une républicaine, une démocrate, a proposé une loi qui interdit l'usage de la force contre des pays alliés. Alors, vous me direz, il n'y avait pas besoin de cette loi jusqu'ici, parce que personne n'y avait pensé. Voilà. Mais maintenant, la loi va peut-être être discutée. Il y a encore un contre-pouvoir, c'est le président de la Fed. Il s'est encore fait insulter par Donald Trump à Davos, comme depuis des temps. Depuis le début. Pourquoi il se fait insulter? Parce que les droits de Donald Trump ont fait augmenter les prix aux États-Unis, même s'il dit le contraire. Mais enfin, là, les statistiques sont quand même assez nettes. Bon. Il va peut-être c'est pas qu'il va arriver à le virer, il peut pas, mais au mois de mai, il va le changer. Il a dit qu'il allait bientôt annoncer le remplacement. Vous allez voir, si jamais ce contre-pouvoir tombe, c'est-à-dire une banque indépendante pour servir l'intérêt des Américains, croissance et emploi, si jamais il met la main sur ce contre-pouvoir, je crains fort les retombées économiques et financières pour les États-Unis d'Amérique d'abord. Une banque centrale, ça doit être indépendant pour ne pas subir les caprices autoritaires d'un autocrate, au moins en esprit. Voilà. Et donc, en d'autres termes, les Européens parient aussi, en résistant, sur la capacité aux États-Unis de réagir à cette dérive autocratique. J'avais lu l'autre jour, au moment où il y a eu ce raid spectaculaire au Venezuela, qu'au fond, ce qui était en train d'advenir, ce n'était pas tellement un changement de régime à Caracas, mais peut-être un changement de régime à Washington. Parce qu'ils s'autorisent à faire ça, alors dans des limites juridiques qui sembleraient respectées, parce qu'il ne s'agit pas d'envahir un pays, parce que sinon il faut un vote du Congrès. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un changement de régime à Washington? Et je crois que quand les Européens ont réagi de manière subtile, un peu perverse au Groenland, ils attendaient et ils ont obtenu qu'aux États-Unis, des voix se lèvent pour dire, et y compris, j'insiste, chez les républicains, pour dire, écoutez, maintenant, ça suffit.
On ne fait pas ça. Rappelons pour finir que Trump, il y a 2 chambres aux États-Unis. Hein. À la Chambre des représentants, il y a 5 voix d'avance, 218, 213. Et au Sénat, il y en a 3, 53-47. Voilà. La Chambre des représentants, elle va être renouvelée en entier au mois de novembre. Personne ne voit comment il peut gagner si les élections se tiennent dans des conditions normales. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça qu'on peut craindre, c'est que d'ici là, il va multiplier les provocations, les actions de type Venezuela, qui là peut peut-être lui rapporter un peu de voix, et que tout ça va être profondément déstabilisateur. Il ne faut quand même pas non plus oublier, c'est ça la question pour les Européens, que Trump a redit encore hier à Davos qu'il avait gagné 3 fois l'élection présidentielle, que tout le monde savait que la victoire de Biden contre lui était truquée. Mais c'est quand même profondément inquiétant. Et donc nous, pour nous les Européens, qui avons toujours besoin des États-Unis, au moins dans le soutien, je dirais, direct ou indirect, aux Ukrainiens, eh bien on a essayé de le ménager pour cette raison-ci. Mais sur le Groenland, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que ça va beaucoup trop loin et qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme les harceleurs dans la cour de récréation, hein, les grossiers personnages. On les supporte, puis à un moment, ils vont trop loin. Trop, c'est trop. Et au fond, quand Christine Lagarde s'en va en disant, puisque c'est comme ça, je m'en vais, entraînant avec elle pas mal de chefs d'entreprise européens, je crois que c'est une bonne leçon sans frais qu'on administre à nos présumés alliés américains. Je fais une pause de chat. Rob Le Blob dit le mot pour le Venezuela, c'est un kidnapping et une ingérence. Je crois. Cristal Gros demande si on perd Trump, on aura un duo Vance-Musk. Sans Trump, il y aura qui pour changer la donne aux États-Unis? Il n'y a plus personne côté. Côté démocrate. Le maire de New York, peut-être. Quelle opposition, Nicolas? Alors, il y a plusieurs éléments, puis je voudrais comme revenir... On peut y répondre au fur et à mesure. Ouais, non, mais je voudrais revenir une petite seconde sur l'Ukraine aussi, mais sur ces éléments-là, pour rebondir sur ce que disait Yves. Alors, il y en a, hein, vous avez aujourd'hui des gens, alors le plus connu, c'est Newsom, le gouverneur de Californie, voilà, qui est quand même quelqu'un qui ferait un candidat, je dirais, tout à fait présentable. Vous avez... Davos, pardon? Qui était à Davos. Qui était à Davos, voilà. Qui appelle l'Union européenne à faire preuve de fermeté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Trump est un T-Rex, soit vous vous pliez à lui ou il vous dévore. Les Européens doivent décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire, mais s'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est l'heure de se ressaisir. Il est temps de passer aux choses sérieuses et cesser d'être complice. Ayez du cran. Il a même dit mettez-lui un ion dans la figure. Hein, oui. Alors je reviens effectivement. Donc vous en avez d'autres. Vous avez d'autres gouverneurs effectivement que d'ailleurs des Américains m'ont souvent représenté. Enfin qui sont des gouverneurs démocrates d'État, qui sont des gens, je veux dire hommes ou femmes, plutôt, je dirais jeunes, intelligents, cultivés, qui ont une certaine capacité à parler. Sauf que effectivement on a une machine qui s'appelle le Parti démocrate. Le Parti démocrate en tant que tel, c'est, je dirais, l'ombre d'un parti. C'est-à-dire c'est une machine électorale. Ce n'est même pas un parti qui produit des idées. C'est ça qui est absolument dramatique. Mais aujourd'hui, vous avez tout cela. Et vous avez effectivement, je dirais, selon toute vraisemblance, une capacité, je dirais, des démocrates aujourd'hui, tellement le rejet de Trump est important, et ça c'est tous les sondages le montrent, de gagner la Chambre des représentants, effectivement, le 3 novembre prochain. Et comme il y a un renouvellement par tiers du Sénat, peut-être effectivement, je dirais, de changer le 43, le 53-47 en 53-47 dans l'autre sens. Hein. Ça reste effectivement. Mais alors, évidemment, quelle réaction? Et moi, là, quand j'en discute avec mes amis américains, ils me disent, oui, admettons que ça se passe, d'abord qu'il y ait ces élections, etc. Trump peut dire, mais de toute manière, toutes ces élections ont été rigged, donc truquées, volées, faussées, etc. Donc, ce n'est pas possible. On va rétablir l'ordre, on va changer effectivement un certain nombre de choses. On va envoyer les Marines, on va envoyer la garde républicaine, les gardes nationales. On va sortir le décret anti-insurrection. Donc, il peut essayer d'utiliser effectivement, je dirais, un certain nombre de pouvoirs pour remettre en cause les résultats. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte de 6 janvier bis. Hein, vous savez, le 6 janvier 2021, vous avez eu cette prise d'assaut totalement tolérée par Trump, je dirais, du Congrès. Vous pouvez tout à fait avoir, je dirais, tout cela. Alors, maintenant, qu'est-ce que les Européens ont fait? Alors, moi, je pense que les Européens, d'abord, quand vous regardez l'Europe, alors moi, je le vois un peu quand même à travers le prisme de l'Ukraine, mais aujourd'hui, ça vaut aussi pour Trump. Quand vous voyez l'Europe en 2022 et l'Europe aujourd'hui,
Moi, je suis le premier de temps en temps à m'énerver parce que je trouve que l'Europe ne donne pas assez d'armes à l'Ukraine, n'est pas intervenue directement, alors qu'on aurait pu le faire dans le conflit pour sauver des morts. On n'a pas assez pressé les États-Unis à l'époque de Biden. Bon, mais en même temps, le chemin parcouru est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, l'Europe s'est saisie d'une compétence qu'elle n'avait pas, véritablement, qui était l'Europe de la défense. Elle l'avait, il y avait la politique européenne de sécurité et de défense. Enfin, là, aujourd'hui, il y a quand même une autre dimension. On a mis en place, je dirais, des programmes d'achat d'armement. Vous avez le programme Réarme Europe de 800 milliards d'euros. Vous avez le programme SAFE également, qui est un programme tout à fait important. On en est au 20e paquet de sanctions contre la Russie. Alors, pour moi, ça reste toujours insuffisant. On aurait dû passer à ce qui est le 20e, je dirais, dès qu'on est passé au premier. Bon. Ouais. Mais malgré tout, et on a réussi quand même, pour l'instant, et pas seulement depuis 2022, mais même depuis 2014 avec les sanctions, à ce qu'elles tiennent, malgré des pays comme la Hongrie, aujourd'hui en plus la Slovaquie, on a réussi quand même à tenir tout cela. Donc, je veux dire, et aujourd'hui, quand même, l'Europe, par rapport à la Russie, c'est 10 fois le PIB de la Russie, c'est 3 fois et demi, malgré tout, ses capacités militaires. Donc, on a quand même une Europe. Enfin, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui vont dire l'Europe est à jeter aux oubliettes de l'histoire. L'Europe est forte, elle est puissante. Elle a des instruments. Alors, elle n'en a pas assez. Moi, je râle aussi beaucoup contre l'Europe, parfois sur certains éléments bureaucratiques, sur des choses qui ne vont pas, sur le fait que, bon, on pourrait aller beaucoup plus loin, que même les institutions européennes parfois dysfonctionnent. Mais aujourd'hui, vous avez quand même quelque chose qui est unique au monde. Moi, je me rappelle quand même plusieurs fois, j'ai reçu des délégations de l'ASEAN. Vous aviez les gens de l'ASEAN qui disaient « Mais comment vous avez fait pour faire l'Europe ? On voudrait bien faire la même chose. » Alors, il n'y a aucune chance, d'ailleurs, malheureusement, pour des tas d'autres raisons politiques. D'abord, que l'ASEAN devienne une sorte d'Union européenne bis. Mais bon, donc on a quelque chose. Bon, je laisse parler Yves, et après, je voudrais quand même revenir sur l'Ukraine, et y compris dans le prolongement de ce qui a été dit. Sur l'Ukraine, la différence avec le Groenland, si on veut être un peu cynique, c'est que l'Ukraine n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, alors que le Groenland, qui est rattaché à la couronne du Danemark, l'est, même s'ils avaient voté en 85 pour sortir de la communauté économique européenne. Donc il y a une agression des États-Unis qui paraît plus vive, sachant qu'en plus c'est notre allié. Donc il y a un double effet là. Pour l'Ukraine, c'est vrai que les Européens ont dit on n'est pas en guerre contre la Russie directement. En revanche, on soutient l'Ukraine qui résiste contre l'invasion russe, et on a intérêt à le faire parce que si vraiment Poutine arrive, s'il nous avait fait... Poutine, il voulait faire exactement ce que Trump a fait à Caracas, hein. C'est-à-dire 600 bonhommes qui arrivent à Kiev, qui l'enlèvent et qui l'emmènent avec l'aéroport, hein. Bon, voilà. Ils ont raté leur invasion parce qu'ils ont été repoussés. Et il y a 20% du territoire, sachant sous ton contrôle qu'avant l'invasion de février 2022, ils en avaient déjà 8 ou 9, donc ils n'ont pas fait énormément de progrès. Mais les Européens, donc c'est vrai qu'ils ont peut-être eu le tort d'aider juste assez l'Ukraine pour qu'elle tienne en respect Poutine, de s'appuyer sur les Américains au moment de Biden, de se défendre pendant longtemps de manière fallacieuse en disant « Écoutez, c'est pas vrai qu'on en fait moins que les Américains, on en fait autant. » Mais là, quand même, vu du Wisconsin ou de l'Arizona, c'est pas acceptable que les Européens en fassent juste autant. Ça se passe quand même en Europe, ça. Et donc là-dessus, Trump a un point en disant, même s'il l'a dit brutalement, mais allez-y, faites-en en plus. Mais ce que je voudrais dire, et tu l'as dit, l'Europe petit à petit a serré le nœud, a mis des moyens en place, c'est qu'il s'est passé deux choses tout à fait récemment. D'abord, il y a eu un sommet européen en décembre pour sortir 90 milliards afin de faire face aux besoins financiers de l'Ukraine qui arrivait, j'allais dire, à l'os, là, au printemps. Les Américains ne faisant plus rien. Bon, il était bien normal que les Européens arrivent à prendre le relais, encore plus. Il a fallu un accord à 24, puisque pour la première fois, on emprunte, mais en laissant de côté la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Et puis, il y a eu autre chose. Là aussi, sur la base d'une Europe à géométrie variable, les volontaires, la coalition des volontaires. Il y a eu le sommet de Paris, sous l'égide d'Emmanuel Macron, pour dire, dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, voilà, on va déployer des troupes
Les Américains étaient là, au sommet de Paris. On va déployer des troupes, y compris pour les Français et les Britanniques sur le sol ukrainien, les Allemands un peu en arrière, etc. Et donc ça nous met quand même dans une meilleure posture, même si là je ne crois pas que Poutine cessera le feu, mais au moins vis-à-vis des Américains, on est un tout petit peu moins dépendant, même si, y compris pour ce déploiement en cas de cessez-le-feu, on dépendrait encore de l'appui par l'arrière des Américains, qui reste technologiquement important en termes de satellites d'observation notamment. Alors, oui, j'allais dire oui et non, et en même temps, les solutions, plutôt les réalités changent quand même. C'est-à-dire que, et ça a été d'ailleurs rappelé, j'avais eu un peu l'information un peu avant, mais dans le discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron aux armées, les vœux aux armées, où il a dit, vous savez, aujourd'hui, 65% du renseignement militaire à l'Ukraine est donné par les Français. Et puis, il y a une autre partie par les Britanniques. Et concrètement, je dirais surtout le renseignement opérationnel, y compris pour guider les frappes des Ukrainiens contre la Russie, que eux, ils font eux-mêmes avec leurs propres armes, essentiellement, il faut quand même le rappeler, tout ça, c'est pas américain. Le seul point où les Américains ont un avantage que nous n'avons pas, du moins aujourd'hui, ce sont les avions AWACS, qui permettent de repérer, quand ils quittent la Russie, les missiles qui vont frapper après la population civile ukrainienne. Et donc là, c'est effectivement un élément extrêmement, extrêmement important. Mais pour le reste, vous savez, moi je vais vous dire, les Ukrainiens s'en sortiront tout seuls. Et ils le savent. Et ils font tout pour le faire. Les Ukrainiens, c'était d'ailleurs ce que m'avait dit un jour le vice-ministre de la Défense, je me souviens, c'était en juillet 2023 à Kiev, lors d'une de mes visites sur place. Et il m'a dit, vous savez... Nous avons un grand objectif, et il connaissait très bien les choses, il a dit avec un grand sourire, notre objectif c'est l'autonomie stratégique. Alors, l'autonomie stratégique, bon, parce que le terme qu'utilise Macron, évidemment, assez souvent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons compris qu'à la fin des fins, nous ne pouvions compter sur personne. Certainement pas sur les Américains. Merci quand même pour tout ce qu'ils ont fait, etc. etc. Il ajoutait, ça c'est ce que fait Zelensky aussi, pas complètement non plus sur l'opéra, et là aussi un grand merci, etc. Parce qu'après tout, ils ont donné quand même plus d'armes, les Européens, que les États-Unis, il ne faut jamais l'oublier. Mais pas trois fois plus. Pas 3 fois plus, c'est 1,3, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais pas 3 fois plus. Alors, effectivement, on aurait dû faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, ça se ralentit. Et quand on voit les problèmes, effectivement, en plus, en France, mais je ne vais pas en parler de ça, de loi de finances et autres, ça s'améliore pas vraiment. Mais aujourd'hui, voilà, les Ukrainiens, ils se disent, on va y arriver. Et aujourd'hui, ils marquent des points, parce que regardez, l'année dernière, la Russie a conquis 525 km² sur un pays qui en fait 603. Aujourd'hui, 603 000, c'est la superficie de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez 19% exactement, ou 19,2% du territoire ukrainien qui est occupé par les Russes, c'est quand même moins qu'en mars 2022. Oui, où on était à 30%. Donc, et que chaque assaut russe, mais ça Poutine s'en moque complètement, ça coûte des milliers de vies aux soldats russes. Il y a 1,2 ou 1,3 million de Russes qui ont été soit tués, soit handicapés dans leur combat. Les Ukrainiens, il y en a beaucoup trop, il ne devrait pas y en avoir du tout, mais c'est quand même beaucoup moins, c'est à peu près 3,5 fois moins. Donc... ce qui est toujours trop, hein. Je veux dire, c'est absolument monstrueux, et les conditions de vie au front sont terribles, enfin, etc. Mais, donc vous avez quand même tout cela. Mais les Européens n'ont pas compris, d'abord, là c'est une faute historique, la plupart des Européens, sauf les Baltes, les Polonais, certains Tchèques aussi, ils n'ont pas voulu d'ailleurs entendre ceux qui disaient, j'en faisais partie, il y en avait d'autres aussi bien sûr, depuis 20 ans que la Russie était un danger mortel. Et qu'il fallait frapper la Russie quand on le pouvait. Je veux dire, bon, Tchétchénie, c'était compliqué. On peut dire, ah oui, mais c'est un territoire de la Fédération de Russie. Mais 2008, la Géorgie, avec des massacres terribles. Vous avez un jugement, d'ailleurs, de la Cour européenne des droits de l'homme de 2021 sur l'ensemble des crimes contre l'humanité commis par la Russie en Géorgie. Et puis, vous avez la Syrie, je dirais là aussi, à partir de 2015, où c'est intervenu directement, où, je le rappelle toujours, en Syrie, les Russes ont tué plus de civils syriens que même Daesh. Donc, il y avait des moments où il fallait intervenir, et nous serions intervenus, je dirais, début en 2022, je dirais à partir après le 24 février, en ciblant uniquement des chars russes entrés en Ukraine, donc des cibles précises, sans troupes au sol, mais avec des moyens aériens.
On aurait arrêté, net. Et on aurait sauvé des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. C'est quand même ça, la réalité. Et donc, c'est pour ça que je dis à la fois l'Europe fait beaucoup, mais aujourd'hui, vous savez, je pense, Yves, il faisait allusion à la réunion de la coalition des volontaires. Ça a été une grande avancée en termes de travail opérationnel très concret des états-majors. Là, il y a eu des vraies avancées, et ça a été très important en termes de capacité, mais ça pourrait servir pour d'autres choses, y compris peut-être le Groenland. On ne sait jamais. Mais en revanche, l'idée qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu, un accord de paix quelconque avec la Russie, et se placer, je dirais, dans l'après, alors qu'aujourd'hui les Européens devraient fournir un bouclier, je dirais bouclier aérien, ce qu'on appelle Sky Shield en anglais, je dirais à l'Ukraine, et qui se place dans une sorte d'après en disant s'il y a un cessez-le-feu, mais on n'aura pas de cessez-le-feu, alors peut-être qu'on interviendra, et puis uniquement s'il y a le backstop américain, enfin le backstop c'est le parapluie, le parachute, dont on sait très bien que de toute manière, même si les Américains signaient quelque chose, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut accorder 1% de crédibilité à une parole américaine? Vous connaissez la réponse. Il y a une question dans le chat. C'est Scal qui la pose. C'est pourquoi. Ah non, pardon, c'est pas du tout là. Excusez-moi. Là, le chat a défilé. Oui, pardon, c'est Michael Cole, CNN. Salut, salut Michael. Qui dit l'indépendance stratégique dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est possible parce que les États-Unis sont les seuls en capacité de coordonner les armées de l'OTAN? On parlait du cadre de la coalition des volontaires. Il nous reste tout de même le cadre de l'OTAN. Moi, je trouve. Alors, j'ai jamais été. Parce que l'Europe de la défense n'existe pas encore vraiment. On est dans l'antichambre de quelque chose peut-être. Oui. Bon, mais moi, j'ai jamais été à l'aise, même avec la même. notion d'autonomie stratégique, parce que je rappelle qu'effectivement, tu l'as bien dit, à l'époque où les Polonais, les Baltes nous disaient que Poutine était dangereux, Emmanuel Macron l'invitait à Brégançon. Donc déjà là-dessus, nous les Français, nous les Allemands, on a été bien aveugles. Je parle des Allemands qui allaient encore s'approvisionner en gaz russe en accroissant leur dépendance après l'annexion de la Crimée. On a été bien aveugles. Et à chaque fois qu'on parlait d'autonomie stratégique, ça avait l'air intellectuellement intéressant, mais ce que ça voulait dire pour les Polonais, les Baltes et tous ces pays-là qui ont souffert de la férule de Moscou, c'était « Ah ben, on veut nous décrocher de Washington ». Or, il n'y a déjà pas besoin de les encourager, les Américains sont hésitants. Donc, autonomie stratégique, ça voulait dire ça pour eux. C'était gênant. Indépendance, aujourd'hui, alors c'est même encore pire. Et moi, je pense que c'est plus facile de dire que les Européens doivent se donner les moyens d'exercer leur puissance. Voilà. C'est une puissance économique, c'est une puissance commerciale. Ce n'est pas, pour des raisons historiques, une puissance militaire et politique, mais il y a des éléments de la puissance et il faut avancer dans cette direction-là. Et si on le fait avec les Américains comme alliés, tant mieux. S'ils sont plus là, il restera les Canadiens, je signale, les Norvégiens. D'ailleurs, on voit bien la coalition des volontaires, les Norvégiens, les Britanniques, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, c'est quelque chose à inventer. Dans l'Union européenne, il y a des pays neutres. Rappelons-le, l'Irlande, Chypre, Malte, l'Autriche. Il y a des pays pro-Poutine, voilà, et notamment jusqu'aux élections du printemps, Viktor Orban est leur figure de proue. Donc, il faut avancer ensemble. Ça suppose ces coalitions de volontaires, comme tu l'as dit, c'est un bon exercice. Ça suppose des convergences industrielles aussi. Moi, j'aimerais bien que l'avion de combat du futur franco-germano-espagnol puisse advenir, n'en déplaise à Dassault. Et puis, je pense qu'il faut des convergences aussi institutionnelles, c'est-à-dire se mettre d'accord sur comment on emploie la force, comment on livre des armes. Voilà, donc le passage à l'euro a pris 10 ans et on avait défini des critères de convergence. C'est ça qu'il faut faire. Mais au-delà des critères de convergence, c'est des moyens. Et donc, la loi de finances française va passer, on mettra plus d'argent sur la défense. Les Allemands ont décidé de mettre beaucoup plus d'argent qu'avant sur la défense. Les Polonais sont à 4% de leur richesse. Et donc, ça, c'est vrai qu'un point pour Trump, mais d'autres l'avaient dit avant lui de manière beaucoup plus smart, les Européens doivent faire bien davantage en termes d'efforts de défense. Et d'ailleurs, on le fera sans qu'ils nous le disent, parce que la menace est à nos portes. Il y avait le terrorisme islamiste et d'autres menaces, la criminalité. Mais maintenant, c'est de la menace militaire via les Russes. Donc, les Européens ont cet horizon, mais ça ne se fait pas facilement. L'euro ne sait pas faire en un jour non plus. La coalition des volontaires, c'est un consortium avec pas tous les partenaires européens. C'est pour une durée limitée, avec un but limité. Est-ce qu'on a les outils dans les traités pour faire une Europe de la défense? Mais vous avez... La réponse est donc non, mais comment on y parvient? Mais comme je disais, c'est de la géométrie variable, c'est pas vraiment dans le cadre de l'Union européenne, même si Nicolas l'a rappelé, on peut faire dans le cadre de l'Union européenne, notamment financièrement, des programmes Rearm Europe, SAFE.
Il y a un fonds européen de défense pour la recherche. Est-ce que c'est pas de nature à nous affaiblir si on quitte le cadre de l'Europe? Alors, je pense, mais je pense que sur cette question de l'Europe de la Si on dit défense, que l'Europe d'abord, est il y a quand même un certain nombre de puissante, méconceptions. La première méconception, et je pense que là, il faut arrêter. Pour moi, c'est comme si on parle, je dirais aujourd'hui, de l'État européen. Ça ne se fera jamais. Il faut arrêter avec des rêves qui ne se feront jamais. On pouvait en rêver. Il y a des rêves plutôt sympathiques, plutôt agréables. La question, c'est de quel cadre Mais ça on ne parle, se en fera fait. pas. Bon, voilà. Mais l'Europe de la défense, il s'agit de faire une armée européenne avec, je dirais, un commandant suprême, qui est traditionnellement, dans la plupart des pays, le président de la République, ou parfois le Premier ministre dans certains cas, avec derrière un chef d'état-major unique et une armée qui marche au pas pour aller, je dirais, répondre à l'envahisseur ou à l'ennemi éventuel, ça ne se fera pas. Parce que tout simplement, vous n'avez pas la tête politique. Parce que qui peut, je dirais, Engager. être la personne qui engage Un déploiement de dans troupes. un combat Mhm. la vie de jeunes hommes, de jeunes femmes, qui vont aller effectivement mourir pour la patrie européenne ou la défense d'un certain nombre. Président Donc de la Commission n'existe pas. européenne. Parce Non, que tout simplement au niveau européen, Mm. ce n'est pas la présidente, c'est pas une question de personne, Non, hein, bien sûr. sûr. Non, Ce n'est pas la présidente de la Commission européenne, la haute représentante, le président du Conseil européen, qui ont, je dirais, la légitimité politique pour faire cela. Donc il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, je dirais, de coordination et d'action. Alors dans quel cadre? Un cadre européen ou bien un cadre qui serait celui, alors certains l'évoquent, alors c'est très compliqué à concevoir aujourd'hui parce qu'il y a cette dépendance que soulignait, je crois, justement l'un des auditeurs tout à l'heure vis-à-vis des États-Unis aujourd'hui, qui est le cas de l'OTAN. Alors, qui n'est pas uniquement d'ailleurs un cadre européen, parce que vous avez le Canada. Bon. On pourrait d'ailleurs imaginer un jour d'avoir d'autres États qui rejoignent. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Je pense que l'Ukraine d'ailleurs devrait rejoindre très vite. Je dirais, ce serait le plus grand avantage que l'OTAN dont il pourrait bénéficier, c'est quand même d'avoir la première armée la plus importante et la plus forte, la plus intelligente en Europe. Enfin bon, je ferme la parenthèse. C'est une réflexion qu'avait, rappelez-vous, juste après avoir été investi chancelier, Friedrich Merz. Il disait peut-être qu'il faudrait imaginer effectivement un moment où la question effectivement des États-Unis dans l'OTAN va se poser. Non pas que les États-Unis vont s'en retirer, ça je ne pense pas, même avec Trump. Non pas qu'ils s'en désengagent totalement, ils ne le feront probablement pas. Mais imaginez que vous ayez des États-Unis qui, à un moment de décision urgente et nécessaire, bloquent complètement le processus de décision à l'unanimité des 32 membres, dans le cadre de ce qu'on appelle le Conseil de l'Atlantique Nord, donc l'organe décisionnel, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc il faut imaginer à un certain moment, alors c'est pas de l'autonomie stratégique, et là je te rejoins tout à fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a évoqué ça au moment où il était encore dans l'idée d'une lune de miel possible avec la Russie. C'est comme l'idée, quand il a dit, vous savez, l'OTAN est en état de mort cérébrale, je pense qu'il n'avait pas tort à cette époque-là. Mais sauf qu'il a fait à un moment où tout le monde le voyait, c'est il cherchait un rapprochement avec la Russie. Ah oui, donc Et donc c'est ça qui a complètement coupé le message. C'est pas un professeur des universités, le président de la République française, c'est quelqu'un qui a un statut, qui a effectivement le doigt sur le bouton nucléaire, et c'est le privilège de la France avec les Britanniques en Europe. Il a un siège au Conseil de sécurité. Quand il dit l'État en état de mort, lui, il est peut-être en état de surchauffe cérébrale, le président, mais les Européens de l'Est, notamment, n'ont pas entendu mort cérébrale, en état de mort. Alors si l'OTAN est en état de mort, qui nous défend face à Poutine? Et à ce moment-là, quand on dit ça, quand on est français, il faut alors pouvoir assortir en disant « Mais ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais vous défendre » ou c'est nous les Européens. Dans le cadre de l'OTAN, il y a un pilier européen de l'OTAN. C'est vrai qu'à un moment, Trump exerce une sorte d'emprise, même psychologique, sur nous tous, vu son personnage. Mais à un moment, il faut aussi que les Européens puissent se dire « L'OTAN n'appartient pas aux États-Unis d'Amérique. » L'Alliance Atlantique, c'est aussi avec les Canadiens qui sont quand même venus mourir pour nous pendant les guerres mondiales. Enfin, si Trump, effectivement, je ne crois pas qu'ils iraient jusqu'à se désengager complètement. Pourquoi? Parce qu'ils en retirent des bénéfices, contrairement à ce qu'il a dit à Davos en pleurnichant. Si tous les Européens achètent de la technologie américaine, des F-35, etc., c'est d'abord parce que c'est quand même de la bonne qualité, il faut à un moment le reconnaître, mais c'est aussi parce qu'ils achètent la protection des Américains. Donc s'ils se retirent, il n'y a plus besoin d'acheter au parrain qui s'est retiré. Donc faisons des choses dans le cadre de l'OTAN quand c'est possible, et puis sinon à côté, sur la base de coalitions de volontaires. Quand on parle, vous voyez, des programmes d'armement, l'avion de combat du futur, c'est A3.
Airbus, d'ailleurs, dans l'aéronautique civile, c'était à 4, donc ça va être des petits groupes. Il faut, alors pour répondre à ta question, il faut quand même qu'effectivement l'Union européenne, qui est quand même le conseil de famille, continue à jouer son rôle d'état-major. On a une autre représentante pour la politique étrangère et de sécurité. Il faut que, il y a des outils à articuler avec la politique de défense. Il y a des outils commerciaux, il y a la politique d'élargissement qui est aussi dans les mains de l'Union européenne. Là, il y a des réglementations, des normes. Voilà, donc ça peut pas se faire complètement hors de l'Union européenne, mais en articulation avec elle. Mais ce qui compte, c'est la défense de l'Europe. C'est pas l'Europe de la défense. La défense de l'Europe, elle est faite par les États membres volontaires. Elle est faite par quelques alliés, et y compris jusqu'ici les États-Unis d'Amérique. Et puis surtout, elle doit reposer sur des outils industriels, technologiques, des investissements massifs. Et je crois quand même que l'invasion russe de l'Ukraine aura eu cette vertu, qui est de nous inciter à faire bien plus qu'auparavant, parce que c'est vrai qu'on a tiré les dividendes de la paix, de la guerre froide. On s'était dit, c'est calme. Effectivement, malheureusement, il y a la résurgence du militarisme poutinien. Et à ce moment-là, il faut maintenant s'adapter à ces nouveaux défis. Le traité OTAN, c'est une alliance nucléaire. Est-ce qu'il resterait un intérêt à l'OTAN si les États-Unis quittaient Écoutez, à moins qu'ils ferment les bureaux à Bruxelles on fera la clé. C'est pas à eux. Alors évidemment, c'est la poutre maîtresse. Je ne vais pas non plus blaguer. C'est la c'est-à-dire qu'il reste maîtresse. qui après comme Quand pays, vous enlevez ça, quand même, il reste la France, les Britanniques ont l'arme nucléaire, mais qu'à moitié avec les Américains. Oui. Enfin, à Oui, moitié, mais- oui, non. Enfin, il n'y a, Enfin, pas de double clé. Hein. Je veux dire, ils ont quand Non, même. il n'y a pas faut de double l'oublier. clé, mais bon, si les Il y a beaucoup de Américains légendes décident- urbaines sur. Mais c'est mieux d'être. C'est sûr que c'est pour ça que la France doit parler à un rôle de leadership, mais que ses autorités doivent mesurer leurs propos. Parce que bien sûr que nous, on a ce privilège d'être sanctuarisés, et ça, on le doit à la 4e République, puis au général de Gaulle. Donc, gloire à eux, on a cet outil. On a aussi un siège au Conseil permanent des Nations Unies. Donc, on peut exercer ce leadership, mais il faut le faire avec habileté. Pas sur l'air de, dehors les Américains, Yankee go home, et voilà. Parce que, vous savez, le problème de l'absence de leadership américain, voire même de l'hostilité américaine, en tout cas de Trump à notre égard, c'est que si c'est plus lui le chef, c'est qui le chef en Europe? C'est redoutable comme question. Et au fond, d'être protégé par l'oncle Sam, un lointain oncle d'Amérique, ça nous arrangeait bien aussi pour des raisons politiques, pas seulement budgétaires. Parce que voilà, on revient ici, qui va être le chef? C'est pas si évident, et donc il faudra un chef collectif, que ce soit la France, parce que il y a eu un passé. Rappelons-nous que quand De Gaulle a foutu dehors les Américains en 66, ça l'a rendu populaire chez nous. Mais vous vous rendez compte de ce que ça pouvait vouloir dire pour les autres? En plein milieu de la guerre froide, on les fout dehors. Mais alors, ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est que vous allez avoir cette année, la date n'est pas encore annoncée, vous allez avoir un nouveau discours du président de la République, d'ailleurs, il en fait régulièrement, tous les 5 ans à peu près, le président, pas Emmanuel Macron spécifiquement, mais tous les présidents le font, un discours, je dirais, sur la doctrine nucléaire. Vous allez voir ce grand discours, et donc ça sera très intéressant, parce que vous avez un appétit, vous avez déjà beaucoup de discussions entre les Français et les Allemands, mais aussi d'autres, avec les Polonais aussi, etc., sur effectivement la portée. Mais là-dessus, vous avez quand même une continuité, je dirais, de tous les présidents de la République, concrètement depuis Valéry Giscard d'Estaing, je dirais, qui ont tous dit à un certain moment, alors ils n'ont pas dit effectivement, nous allons sanctuariser l'Europe, fait partie du sanctuaire, ils ne peuvent pas le dire, personne ne peut le dire, en plus il y a de la certitude liée, mais malgré tout, il y a quand même eu l'idée qui a été exprimée aussi notamment par François Hollande, par Emmanuel Macron, de dire que si aujourd'hui on touche à un autre pays européen, nous nous sentirions, je dirais, nous-mêmes visés. Et ça, c'est très important. Mais ça ne suffit pas pour assumer le leadership. Pour une raison très simple. D'abord, je vais pas revenir sur des sujets de politique intérieure. Quand vous voyez la situation politique en France, et c'est un vrai sujet, pas le développer, mais vous voyez bien que vous avez un vrai problème. C'est que les gens, ils nous disent, mais attendez, regardez votre situation. Si demain, qu'un malheur ne tienne, vous avez quelqu'un qui est élu à la tête de l'État, qui est, disons, plus tourné, qui a plus de tropisme, je dirais, russe, que de tropisme européen, ce qui est très possible avec certains candidats potentiels, dire à la France, c'est fini. Et d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui est Friedrich Merz, je le vois très bien dans les discussions que j'ai avec nos amis allemands, qui s'inquiète beaucoup et qui se dit, est-ce qu'on va pouvoir créer des projets de long terme avec la France, y compris des projets comme le SCAF,
qui est le système de combat d'avion de futur, c'est que c'est pas un avion, c'est un avion plus tout son tout environnement, technologique, de c'est détection. compliqué, voilà. Mais parce que tout simplement, dans 15 mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez, c'est une vraie inquiétude. Et les Allemands aujourd'hui, notamment Friedrich Merz, qui est quelqu'un d'assez mesuré, qui n'est pas très européen d'ailleurs, enfin, qui considère que de toute manière l'Allemagne, je dirais, ne peut pas uniquement s'appuyer sur l'Europe, mais qui a lancé ce programme d'armement colossal, qui va monter en 4 ans à 3,7% du PIB. Ils étaient en dessous de moins de 2%, beaucoup moins que l'avant. Alors il y a un gros retard, mais c'est impressionnant ce qu'ils se sont parvenus à faire, parce qu'ils ont aussi, je dirais, ces réserves, vous voyez, cette bonne gestion budgétaire depuis si longtemps. Mais les Allemands se rêvent aujourd'hui en leader véritable de l'Europe, en disant si la France tombe, parce que vous avez des élections catastrophiques, c'est à nous d'assurer le leadership. Alors avec d'autres, avec les Britanniques en dehors de l'UE, mais enfin quand même en Europe, avec les Ukrainiens d'ailleurs peut-être, avec je ne sais pas qui, avec des Polonais, avec... Mais ça c'est un vrai sujet, et derrière vous avez la politique qui passe par là. Messieurs, il est 18h58, passé de 29 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est peut-être l'heure, très très brièvement, du mot de la fin ou le mot de la suite, Yves. Je l'ai saisi là. La suite, elle est dans la main des Européens. Quand Donald Trump est arrivé pour la première fois, il est venu à un G7 en Taormina, en Sicile. Et Angela Merkel a participé à ce premier G7, prise de contact. Et puis après, elle est rentrée au Bundestag en disant « Bon, ben, j'ai vu l'animal. Je crois qu'il faut qu'on prenne notre destin d'Européens entre nos mains. » Voilà, c'est peut-être... je ne suis pas sûr qu'elle ait fait le nécessaire d'ailleurs après, mais au moins elle avait fait le bon diagnostic. Donc je crois qu'on est de plus en plus incités, pour ne pas dire acculés, nous les Européens, en tout cas ceux qui le voudront bien, à prendre davantage notre destin entre les mains. On a des atouts. Il faut aussi se dire que si les Russes nous en veulent à ce point-là, et les Américains aussi, c'est parce qu'on les embête, pour pas dire autre chose. C'est parce qu'on est un modèle puissant, en tout cas sur le plan économique, sur le plan de notre mode de vie, etc. C'est une forme d'hommage qui nous rendent. Simplement, on a des intérêts à défendre, des valeurs aussi. Et donc, en effet, il faut renforcer la puissance des Européens le plus possible en étant unis à 27, et puis sinon par d'autres moyens. Je trouve quand même que le Groenland nous aura permis de commencer à montrer nos muscles de manière subtile, même si c'est pas fini l'histoire, de commencer à être cet adolescent du point de vue géopolitico-militaire qui, dans la cour de récré, dit aux grands puissants grossiers, écoute maintenant, ça suffit, et qui, même sans s'en rendre compte, lui retourne une baffe en voyant que celui qui a pris sa baffe, là, qui, même s'il est plus grand, plus grossier, il a reculé. Attention à la baffe. Merci Nicolas. Le mot de la fin, le mot de la suite, très très succinctement. Alors très rapidement, je dirais d'abord, il ne faut pas oublier que la guerre décisive aujourd'hui, c'est la guerre russe contre l'Ukraine, et que nous avons l'obligation de la gagner. Parce que imaginons que nous ne la gagnions pas, enfin nous, c'est-à-dire l'Europe, les Ukrainiens, le monde libre au sens large. Vous auriez une Russie indomptée, invaincue, qui restera un danger le plus important pour la sécurité de l'Europe, pour ses libertés, pour son indépendance, pour son intégrité. Et donc je dirais aujourd'hui, nous devons mettre toutes nos forces du côté des Ukrainiens, et j'allais dire d'autant plus que, dernier point, c'est que l'Ukraine, pour moi, la nation de l'Europe exemplaire. Parce que c'est une nation politique, c'est une nation qui se bat pour une idée de la liberté, qui se bat pour les valeurs européennes, et qui portera, je crois, cette conscience historique de l'Europe, probablement pour les générations qui viennent. Merci Nicolas Tenzer, merci Vertoncini, 19h01, passé de 8 secondes, 10 secondes, c'est la fin de ce stream, chers amis, merci de l'avoir suivi, merci à vous dans le chat, c'est toujours un plaisir rafraîchissant de vous lire, merci pour vos questions, merci pour vos humeurs et vos bienveillances, merci aussi à Stéphanie Berlier au visuel, merci à Jérém à la modée, merci à toutes celles et ceux qui œuvrent avec abnégation, plus ou moins d'abnégation, plein d'abnégation. Derrière la vitre de la régie, nous donne le cadre, le son, l'image, le pixel. Merci Cyril, merci Thomas, merci Adrien, merci Arthur, merci au cadre, merci à Damien. Ces 2 heures de talk, vous avez peut-être raté un bout. Vous voulez partager nos discussions avec votre collègue, votre cousine, votre copine de tram, votre copain du RER. Ça tombe bien, le stream est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay d'émission sur le site de France Info, le site de France Info, où on peut par ailleurs s'informer. C'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous le retrouvez aussi sur YouTube. Et pour continuer à discuter, et c'est fini, rendez-vous sur Discord. Le lien est dans le chat où Jérém va le mettre dans 1 seconde. Enfin, pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, vous retrouvez tout ça dans un instant podcast sur la plateforme de Radio France, avec le son de la maison, de la radio et de la musique, le son de Radio France qui est un service public qui n'est pas bien cher. On se retrouve jeudi prochain, pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.